Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Et cette semaine, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve à Cannes. Ce sera un épisode un petit peu différent de ce que je vous propose habituellement. Je suis allé faire un petit peu le tour des différentes startups qui sont au World AI Cannes Festival. C'est un festival international dédié à l'intelligence artificielle. Donc j'ai eu le plaisir d'être invité à ce festival. Donc je les remercie de m'avoir proposé de pouvoir venir avec un accès presse qui m'a permis de pouvoir aller voir un petit peu toutes les conférences et tout ce qui pouvait se passer par ici. Alors je vous l'explique tout de suite, le podcast il n'est pas sponsorisé cette semaine, il n'y a pas de sponsor ou autre, je les remercie juste de m'avoir permis de participer à cet événement. Pareil pour les différentes startups que je vais vous présenter, il n'y a pas de sponsoring, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu tout ce qui peut se faire en matière d'intelligence artificielle en France, avec vraiment des personnes qui sont au cœur du sujet, qui travaillent tous les jours justement à implémenter des nouvelles solutions d'intelligence artificielle. Et voilà, c'était un petit peu l'objectif cette semaine, et c'est pour ça que je vous présenterai ces différentes entreprises. Donc forcément, dans ce genre de festival, il y a énormément de très grosses sociétés. Et moi, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller discuter avec plutôt des startups pour voir un petit peu ce qui se passe en termes de nouvelles technologies, en termes de nouvelles approches, puis pour aller voir un petit peu justement comment toute cette technologie est en train d'évoluer. Donc cet événement, il est aussi intégré au World AI Summit, donc qui fait partie de ce gros événement qu'on a eu avec notamment Emmanuel Macron qui est intervenu à Paris, qui a pu faire un discours en parlant de l'intelligence artificielle, du fait aussi qu'on allait avoir des gros investissements qui allaient arriver sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment un sujet qu'on ne peut plus ignorer. A priori, la France est quand même dans une très bonne position pour faire partie des leaders aussi de l'intelligence artificielle. En tout cas, en Europe, je pense qu'on a une position qui est vraiment très favorable. Donc voilà, c'est l'occasion de s'intéresser à ces sujets. Comme d'habitude, de vous donner des infos sur l'actualité de l'intelligence artificielle que vous pouvez justement éventuellement après intégrer vous dans vos entreprises ou dans votre activité de tous les jours. Un épisode aussi un petit peu plus différent, un peu plus dédié aussi à la chaîne YouTube, où justement je suis allé essayer de vous capturer un petit peu des images pour que vous ayez un peu la sensation d'avoir été au salon avec moi. Et voilà, j'ai essayé vraiment d'avoir quelques interviews avec généralement plutôt des startups, comme je vous l'ai expliqué, parce que je trouvais que c'était plus intéressant de mettre en avant des startups qui sont généralement à la pointe de ce qui peut se faire en matière d'intelligence artificielle. Forcément, dans les grosses sociétés, l'intelligence artificielle, c'est aussi un véritable sujet, mais il y a forcément plus d'inertie et il y a une certaine agilité auprès de ces startups qui est, je trouve, assez impressionnante et vraiment intéressante et qui permet aussi, du coup, aux grosses entreprises de faire la transition, puisque grâce à l'aide de ces nombreuses startups avec lesquelles notamment j'ai pu discuter, on a de nombreux outils qui deviennent maintenant accessibles aux plus grosses sociétés de façon bien plus facile et qui leur évite de faire des projets trop compliqués à mettre en place. Nous, Videtix, on propose des solutions d'analyse vidéo. Donc concrètement, on vient récupérer les flux des caméras de vidéoprotection pour pouvoir trouver dans les collectivités, dans les entreprises privées, dans les retail, dans le commerce. Et à partir de ça, en fait, on va pouvoir faire du comptage, des statistiques. Parce qu'en fait, le constat qu'on a fait, c'est que 99% des flux qui sont générés par les caméras de vidéoprotection sont jamais visualisés, jamais analysés. Donc vraiment, nos clients, en fait, ils sont assis sur une mine d'or de données qu'ils n'exploitent pas. Et on va utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter des personnes, des véhicules, voire même des bateaux, soit pour remonter des alertes, soit pour remonter des statistiques. Ok, super. Et donc, en plus, là, tu as quelque chose d'un peu visuel à nous montrer, parce que là, tu as un exemple, c'est ça où en fait, on compte le nombre de personnes qui sont présentes dans la salle, c'est ça? Exactement. Là, concrètement, on a une caméra justement au-dessus. Et en fait, on va faire la détection de têtes de personnes pour savoir, en fait, par exemple, là, on sait qu'il y a à peu près 90 personnes qui sont présentes sur le stand du département. Et on va aussi rajouter des barrières virtuelles qui vont nous permettre de dire, OK, là, actuellement, il y a plus de 6000 personnes qui sont passées sur le stand, donc qui sont vraiment rentrées. Donc, il y avait un événement un peu cocktail dînatoire avant, donc ça a attiré énormément de monde. Il y a aussi la ministre de l'Intelligence artificielle, donc c'est pour ça qu'il y avait du monde. Mais clairement, en fait, on peut avoir des statistiques, par exemple, dans un commerce, de comprendre, OK, quand le client il rentre dans le commerce, où il va? Est-ce qu'il va côté cuisine? Est-ce côté décoration? Est-ce côté menuiserie? Et ça, c'est extrêmement intéressant pour tous les opérateurs et qui ont des centres commerciaux, parce qu'ils peuvent justement guider leurs vendeurs. Ouais. Être sûr Et puis j'imagine du coup que si tu as des personnes par exemple qui passent au fur et à mesure de la journée, tu peux avoir des statistiques aussi sur les heures d'influence, etc. Où tu on voit, par exemple, on a un magasin, c'est 7h, 21h. Le persona de 7h, 9h, c'est plutôt le pro. Le pro, il va pas forcément faire sa cuisine maintenant, il va directement aller chercher la menuiserie du consommable. Et en fait, ça leur permet de dire, OK, moi, mes vendeurs, le matin, il faut que ce soit plus côté visserie, etc. Et par contre, à partir de 9-10 heures, là, on commence à avoir monsieur tout le monde qui va justement dans l'enseigne. Et là, ça serait bien d'avoir des personnes côté cuisine, conception, etc. Ok. Et après, par contre, sur l'aspect vidéosurveillance, c'est souvent plutôt un sujet qui est géré par les villes ou
en tout cas les mairies. Là-dessus, du coup, vous travaillez aussi avec un petit peu des mairies ou autres. On travaille avec des collectivités. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que la caméra, on la voit plus que seulement comme un dispositif de sécurité sûreté. Ils voient vraiment ça comme un capteur. Et à partir de ça, on va travailler avec le service économique de la ville. Par exemple, là, actuellement, on est à Cannes. Le poumon économique de Cannes, c'est la rue d'Antibes. Et en fait, on va savoir combien il y a de personnes dans la rue d'Antibes, à quelle heure il y a le plus de personnes. Et typiquement, quand il y a des événements comme celui-ci, où il y a beaucoup de personnes, peut-être ça peut être intéressant de dire, voilà, nous, on a vu quand il y a le MIPIM, c'est intéressant pour vous peut-être de finir un peu plus tard. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a des personnes jusqu'à 20-21 heures dans la rue, donc des potentiels clients pour vous. Et après, il y a le service touristique. Par exemple, nous, on travaille avec Saint-Paul-de-Vence aussi dans la région. Ils veulent savoir combien il y a de personnes qui rentrent dans le village et qui sortent du village. Et après, il y a aussi le service logistique urbaine. Plus il y a de personnes, plus il y a de déchets. Et donc, ça permet aussi d'optimiser la logistique urbaine. Ok, ouais, super, ouais. C'est vrai que c'est, je pense, un très bon cas. Ouais, exactement, ouais. Tu as parlé aussi un peu de véhicules et de bateaux. Là, tu as d'autres cas d'usage, du coup, là-dessus? Là, c'est les cas d'usage. On a travaillé également aussi, par exemple, avec le port de Cannes. Là, pareil, c'est avoir l'affluence, savoir combien il y a de véhicules qui rentrent sur le port, mais aussi justement de bateaux. Savoir si c'est plutôt des véhicules voiliers, de croisière. On travaille aussi, bien évidemment, avec plutôt la sécurité de la défense, donc avec la Marine nationale, où là, c'est détecter une menace asymétrique, donc détecter un bateau, le classifier, et puis après, à partir de ça, les opérateurs, ils peuvent intervenir ou non s'il y a besoin. Et je sais que la partie vidéosurveillance et intelligence artificielle, c'est souvent sujet à réglementation. Ouais. Régulation, c'est des sujets dont on a pas mal parlé. Alors, il me semble qu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites pendant les JO, par exemple, notamment à Paris, où il y avait justement de la surveillance par intelligence artificielle. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous êtes aussi? Oui, clairement, nous, en fait, on a eu la chance de remporter l'appel d'offres du ministère de l'Intérieur pour sécuriser justement les Jeux Olympiques, donc tout événement sportif, culturel et récréatif. Donc, on a été déployé justement à Cannes. On a été déployé pour le Festival international du film. On a été déployé pour le marathon de Nice Cannes, pour le marché de Noël. Et là, dans quelques semaines, justement, pour le MIPIM. Donc, clairement, oui, c'est un enjeu. Nous, pourquoi on a créé Videtix? Pourquoi on s'est nommé Videtix? C'est aussi pour vidéo éthique. Parce que c'est extrêmement important de vraiment la finalité, pourquoi on le fait, et surtout comment on le fait. Et ça aussi, ça va un peu avec les sujets de régulation que tu évoquais sur la partie AI Act, où c'est important de savoir comment on fait, de savoir qu'on a limité les biais, et surtout pour quel usage en fait on utilise ça. Et justement, comment vous avez fait pour pas avoir trop de soucis liés au biais, pas avoir de problèmes sur... J'imagine que vous avez entraîné du coup votre propre modèle pour pouvoir bien compter les personnes, savoir aussi leur comportement. Oui, en fait, au sein de Videtix, la majeure partie, c'est des ingénieurs et des ingénieurs en IA. Okay. Et en fait, on aime bien dire qu'il y a deux types d'IA. Il y a l'IA visible, celle qu'on voit en fait qui est derrière nous, on fait la détection d'objets. Ouais. Et il y a toute l'IA invisible, où en fait là, c'est plutôt celle où on fait comment on améliore notre donnée, comment on maîtrise notre donnée. Et en fait, en interne, chez nous, on a des personnes qui viennent labelliser la donnée. Okay. Et en fait, une grosse partie, même la majeure partie de notre IA, elle est plutôt sur l'invisible. Si sur cette partie-là, ou comment on améliore notre IA. Beaucoup de temps, ouais, exactement. Ouais. Effectivement, pour trouver des bons cas d'usage aussi, avoir des bons exemples, avoir des bonnes données, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. C'est le nerf de la guerre, et c'est vrai que nous, intelligence artificielle, ça fait fantasmer. Mais moi, j'aime bien repartir de l'anglais. Ouais. Artificial intelligence. Intelligence, c'est pas intelligence en français. Ouais, on connaît tous. L'enseignement aussi, ouais. C'est l'enseignement. Et en fait, ça part de la donnée. Et le but, c'est de digérer cette donnée-là. Et nous, c'est clairement ça. Quand on dit que c'est pas utilisé, Nice, 4500 caméras, il y a 10 opérateurs derrière. Et en fait, c'est vraiment là où ça prend tout son sens. C'est là pour digérer cette donnée et rendre la donnée intelligible à l'humain. Et c'est toujours l'humain qui doit prendre une décision derrière. Ouais, non, bien sûr, ouais. Ça va te permettre peut-être d'avoir des opérateurs qui vont regarder un résumé des moments clés qui ont pu se passer dans la journée pour voir peut-être certaines choses, ce genre de choses-là. Ouais, même nous, notre vision, par exemple, on a déployé ça sur des sites privés. C'est qu'en fait, au lieu d'avoir un mur d'écran où en fait on est noyé d'informations, en fait, on va juste tout simplement avoir un écran noir. Et quand un scénario qu'on a prédit, préenregistré, dit là, s'il y a une personne qui s'introduit là, ou s'il y a plus de 10 personnes dans cette zone-là, hop, on vient afficher l'image en temps réel. Et du coup, ça permet à l'opérateur vraiment de changer de focus. Dans une vie antérieure, j'étais maître nageur. Et du coup, j'étais en permanence en train d'essayer de voir quand est-ce que la personne... Ça demande une attention importante. Alors moi, j'ai de la chance, c'était l'environnement réel. Donc c'est beaucoup mieux que de trop regarder les écrans. Mais du coup, les opérateurs qui regardent des enfants toute la journée, ça va être extrêmement difficile. Et justement, on est là pour aussi les accompagner. Ah, c'est sûr. Et puis bon, on est tous humains. Donc il y a forcément des moments où l'attention est baisse, où on peut faire des erreurs. Et je pense que c'est là-dessus où effectivement la machine peut vraiment nous soutenir, quoi. Ok, c'est super intéressant, ouais.
Après, je sais pas si tu as un dernier mot peut-être à dire pour conclure, mais en tout cas, merci de nous avoir déjà présenté tout ce que vous faites. Et c'est super intéressant, quoi. Merci pour l'échange qu'on vient d'avoir. Le dernier mot moi, que j'aime bien mettre en avant souvent, c'est utiliser l'IA au service de l'homme. Et je pense que c'est un peu la fin, justement. On parlait toujours d'humain au centre. Et l'idée, c'est de baisser cette charge mentale et de pouvoir remonter des informations utiles. Parce qu'on est dans un monde numérique où on a de plus en plus d'informations. Il faut savoir les digérer. Et en fait, il faut voir l'IA comme un outil, un compagnon, entre guillemets, qui va nous permettre d'utiliser cette science au service de l'eau. J'ai fondé Unbias en 2021. Donc à l'époque, je peux te dire, on ne parlait pas de GPT à ce moment-là. Et on a sorti en 2021 un algo qui taclait les stéréotypes, l'amplification des stéréotypes dans les modèles de langue, mais aussi dans les textes, parce qu'on est issu du traitement automatique du langage, NLP, et du deep learning. Et ça a un peu eu de succès, alors que j'avais pas de sous en marketing, ni rien, mais ça a parlé à la société civile. Donc déjà, c'est intéressant parce que je bosse beaucoup avec les trainers, donc ceux qui entraînent les modèles, etc. Ils me disent « Ouais, tes troupes de biais, je m'en fous ». On est spécialiste aussi de la compression et de la frugalité, donc ils étaient plus intéressés là-dessus. Mais du coup, la société civile est assez intéressée. Et donc, on a monté Unbias vraiment sur d'abord un acte un peu militant, tu vois, sur lutter sur les risques d'amplification des stéréotypes, notamment sur les modèles sur les IA probabilistes et connexionnistes qui sont très à la mode aujourd'hui. Donc voilà, donc nous, on propose des solutions algorithmiques, des add-ons. On va dans les couches des modèles. On ouvre les modèles et on est dans des layers, dans les couches des modèles. Tu as beaucoup de solutions qui sont super chouettes d'ailleurs, hein, qui vont plutôt aller tester, stretcher les modèles en sortie ou en inférence et comparer, etc. Mais nous, on est vraiment sur la donne. Et si tu es data scientist et que tu veux suivre l'entraînement de ton modèle et voir si sur certains stéréotypes, il y a de l'amplification, tu as de la métrique, c'est 2 lignes de code, tu regardes au moment de début de l'entraînement, si ça groque, si ton entropie elle arrive à 2,50, tu regardes un petit peu. Et ça te donne de la métrique qui va documenter ton entraînement. Et ça, tu vas être un peu obligé de le faire avec l'IA Act, surtout si tu développes, par exemple, des usages sur les ressources humaines ou des choses comme ça. Donc, Unbias, c'est ce pilier-là. Mais je te disais qu'on était connu sur la frugalité. Donc, on fait de la compression avec une technique homemade qui s'appelle la cristallisation. C'est pas du pruning, c'est pas de la quantification, c'est pas de la quantisation, c'est pas de la distillation, c'est la cristallisation. Ok, super intéressant. Tu vois le truc, hein, je sais pas si ça prend Si, je le vois, ouais. Et typiquement, là, lundi dernier, on a gelé un tir sur le Janzé, sur un EuroLLM, donc c'est du Llama 3.2, 9 millions de paramètres, 9 milliards de paramètres, et on descend à 750 millions de paramètres. Okay. Donc si tu fais le calcul du coup... Avec des performances équivalentes? Ouais, il n'y a pas de dégradation. Wow. Et c'est assez facile de aussi décristalliser si tu veux. Bon, tu économises évidemment de l'argent, tu es bon pour la planète, et surtout tu peux embarquer aussi... nous, depuis 4 ans, 5 ans, j'expliquais que les gros modèles de langue, ça allait marcher, mais que la planète n'allait pas le supporter. Le marché ne m'a pas écouté. Enfin, pour l'instant, je ne suis pas grand monde, tu vois. Mais du coup, là, on est tous en train de se dire, non, mais le 1 milliard, il est aussi performant que le... Tu vois, donc voilà. On continue à tacler le truc, à faire réduire, maigrir les modèles. Et je pense que, voilà, c'est... Et est-ce que tu pourrais peut-être très rapidement nous vulgariser un petit peu l'idée qu'il y a derrière ce système de cristallisation ? Pour justement compresser et garder. C'est la secret sauce, hein, je commence à le dire. Parce qu'on est complètement indépendant, on n'a pas de l'étron, on paye de nos... Enfin voilà, tu vois, notre R&D là-dessus, et c'est ce qui nous fait vivre. C'est une autre technique que j'invite à tester. On n'a jamais trop publié parce qu'en fait, on n'avait pas besoin. En fait, on envoyait à ceux qui savaient, si tu veux, de quoi dont on parlait, ils testaient volontiers nos benchmarks. Mais il va y avoir une publication d'un modèle complètement cristallisé, donc le EuroLLM, puis on va avoir une publication, donc voilà. Donc là, pour l'instant, si on veut accéder à un de vos modèles qui a été compressé, il n'y en a pas encore de disponible? Non, on avait fait sur le croissant, c'était mignon. Le croissant LLM, tu as vu passer le truc ou pas? Il y a Chocolatine et tout, je vous en ai pas regardé. Mais c'est un petit modèle, très bon sur la langue française. D'ailleurs, Chocolatine, qui a une autre version d'un croissant, mais il est très bon sur la langue française. Mais c'est déjà des petits modèles, pas très utilisés. Donc là, on va le faire sur un 9 millions de paramètres, milliards de paramètres, parce que c'est quand même... tu vois, le Llama 3.2, il est quand même pas mal utilisé. Et puis voilà, on va faire le jeu, comme les jeunes, de publier sur Hugging Face, qu'on adore. Mais voilà, mais si tu veux, la preuve, elle est mathématique, elle est là. De toute façon, c'est incroyable, ouais, parce qu'ils arrivent à... Tu m'as dit 780 millions, c'est ça? En partant dans 9 milliards 750 millions, ouais. Donc ça peut tourner sur des toutes petites machines, potentiellement. Un petit peu, mais oui, le but c'est d'être en local, mais c'est surtout qu'aussi quand tu réentraînes tes modèles, tu vois, à partir de ça coûte quand même beaucoup moins de dollars, quoi. Ouais. Là, il y a un petit sujet. Si tu as des crédits chez AWS et machin, tout va bien, puis le jour où c'est toi qui les payes, tu réfléchis pas pareil, quoi. Ouais, effectivement, ouais, ça peut faire très vite, très cher, ouais. Et l'idée aussi de ce que tu disais sur la partie biais,
c'est que plutôt que d'intervenir après, donc une fois que le modèle est entraîné, c'est de faire vraiment pendant l'entraînement, c'est ça? Et ça te permet d'aller plus loin dans la correction des biais, du coup? Alors, déjà, avant de parler de correction, alors des biais, tu sais, ça veut tout et rien dire les biais en fait. De quoi on parle? C'est-à-dire, dans ton information, une partie du signal qui peut, s'il est amplifié, te poser un problème dans ton inférence et créer éventuellement, notamment, des discriminations sociales. Je suis un peu chiante quand j'explique ça, mais c'est important, tu vois, comme on dit, l'IA, ça veut rien dire, mais je pense que tu connais très bien le sujet. Je veux être précise de quoi on parle. Donc, si tu veux, c'est déjà apporter de la métrique sur certains biais qui peuvent être problématiques. Ça, c'est hyper important quand tu développes. Tu ne peux pas tout résoudre, éliminer les biais, ça ne veut rien dire non. Au moins, ce qu'on va te demander, c'est, OK, dans le comportement de ton modèle, dans la manière dont il apprend, est-ce qu'il y a des risques? Donc déjà, commencer toutes et tous à faire ça quand on développe nos modèles, ça serait quand même déjà un premier step qui n'est pas atteint aujourd'hui. Mais l'IA, notamment si tu veux vendre et déployer ton modèle en Europe, tu vas être obligé sur certains cas d'usage à haut risque de pouvoir le faire. Et puis évidemment, nous on peut, décorréler, parce qu'en fait on a fait de la vectorisation, c'est plutôt des maths, pas sur tous les risques discriminatoires, mais notamment sur le genre, c'est ça. On peut interdire la machine de faire certaines corrélations. Après, je te dis, ça peut dégrader la qualité de l'inférence de ton modèle. Parce que oui, tout ce qui est lié au genre, c'est une entropie assez forte. C'est une charge informationnelle très importante, le modèle, parce que ça a structuré nos langues de civilisation. Et voilà. Donc, tu vas avoir de la dégradation. Donc, il y en a qui vont le faire parce qu'ils n'en ont rien à foutre d'être dégradés là-dessus. Mais par contre, sur le genre, notamment sur des applications médicales ou biologiques, ils ont besoin de... Si tu veux redresser certains samples, parce qu'ils ont beaucoup, par exemple, de voix masculines sur les trucs, mais pas assez de voix féminines, et du coup, ils sont, tu vois, donc mathématiquement, ils sont contents qu'on puisse le redresser. Et le reste, la dégradation qui va être ailleurs, ils s'en foutent, mais c'est des modèles très spécialisés. Là, aujourd'hui, les modèles généralistes qui font un peu le buzz et qui lèvent beaucoup de fonds, etc., eux, ils veulent être bons partout, donner l'impression qu'ils ont l'omniscience et que c'est cool et que c'est truc. Donc, là, ils vont pas prendre le risque de dégrader leurs inférences. Mais je dis, OK, de toute façon, c'est pas grave, tu prends pas le risque, mais au moins mesure, quoi. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on se fout dans les layers, dans certaines couches. Et si tu l'enlèves, tu n'auras pas de dégradation. Tu as un petit peu de surcoût calculatoire, mais pas grand-chose. Enfin, de toute façon, tu peux te le permettre que vu ce que tu dépenses c'est pas ça qui va changer la phase de l'histoire. Et comme on va en plus on va te donner des solutions de compression, ce que tu vas économiser. Exactement. Il y aura bien plus d'économies à la fin, donc c'est parfait. Ouais. Et est-ce que tu as peut-être des cas d'usage un peu concrets sur en quoi ça peut vraiment avoir un gros impact négatif quand on a un large modèle qui est déployé dans une solution qui a justement des gros biais? Je peux te faire le plus et le minus? Ouais. C'est-à-dire que déjà dans le plus, moi j'ai vraiment j'ai utilisé l'IA pour régler le problème des discriminations sismiques dans nos sociétés. Ça fait 20 ans que je milite, tu n'y arrives plus, tu vois. Il y a même un gros step back là, un peu sur ces questions-là de féminisme, d'inclusivité. Je te fais pas de la leçon là-dessus, tu vois bien le problème. Et je me suis dit, génial, l'IA peut nous aider parce qu'une fois que tu intègres les systèmes, tu vois, tu as intégré quoi. Tu vois, les machines, elles obéissent. Donc ce que je veux te dire, c'est que l'IA, elle peut aussi être un formidable vecteur pour notamment de réflexivité. Tu vois, moi, quand je vais dans les écoles, etc., parler d'inclusivité ou de problèmes de discrimination, c'est des sujets notamment sur le sexisme qui est compliqué à travailler. Mais quand je mets la machine là-dessus, ça aide le dialogue en fait. Parce que d'un coup, c'est la machine qui propose, qui objective un truc. Des fois, la machine, tu vois, elle va te calculer des trucs. Mais ça aide, tu vois, le dialogue et tu vois, ça aide. Ça, je veux le dire en disant, les machines, c'est qu'un outil. Donc, tu peux en faire un truc formidable pour nous aider à régler ces problèmes. Comme, alors là, je te fais le dark side. Ouais, c'est ça. Et le dark side, tu as pu l'éprouver. Je pense que tu as traité le sujet. Dès que tu fais une génération d'images de CEO, on est plutôt des mecs blancs, à la quarantaine, tu vois. Bon, tant que ça se voit, on peut le dire, on peut, le problème qui va arriver, c'est quand on va plus le voir, en fait. Et c'est le risque. On a eu la bulle algorithmique, là on peut avoir l'exclusion algorithmique. C'est-à-dire que tu sois complètement exclu parce que les automatisations qui vont être faites, le matching, si tu recherches un emploi, matching de candidats, mais aussi dans les crédits, tu vas être exclu parce que tu vas sortir de la norme algorithmique, mais que plus personne ne va maîtriser en fait. Tu vois, ça va être des agents qui vont parler, d'IA qui vont parler, etc., qui auront construit. Et là, l'exclusion algorithmique, comment tu la topes en fait? Ouais, bien sûr. Il y a des vrais cas à traiter. Alors, si t'es pas des LLM, mais il y a une super étude portée par, j'ai oublié le nom, mais David Mignot. C'est un monsieur qui a fait une étude sur les très grandes précaires qui ont été exclus des aides de la CAF.
parce que ce sont des gens qui ne sont pas accès au numérique, qui n'ont pas tické au bon moment, tu sais, le truc, et définitivement exclus. Mais ces gens disparaissent des fichiers. Ouais. Tu disparais des fichiers, ton identité disparaît, tu disparais de la société. OK? Donc c'est ça l'exclusion algorithmique, il ne faut pas croire. Évidemment, les premiers, ça sera les ultra précarisés qui vont être exclus de ça. Mais voilà, si tu n'es pas dans la norme, même ancienne de ces titres-là, il y a de fortes risques aussi que ça t'arrive sur la tronche. On l'a très éprouvé avec les réseaux sociaux, là, plus la bulle algorithmique, tu vois, le mécanisme, je pense que tu connais, à force des moteurs de recours pour aller chercher ce que tu likes, ce qui te ressemble, du coup, tu dis, ah, putain, le monde entier pense comme moi, en fait. Et avec les incels, tu sais, les masculinistes qui vont pousser, parce qu'ils font justement de l'information à forte attention, du coup, leur contenu va être poussé, donc tu as l'impression que c'est la norme, et tous les risques que ça correspond. Sur les LLM, ou les LLM, c'est plus, on va plus parler de LLM, toutes ces IA probabilistes qui vont entrer dans le système, c'est pour le coup plutôt l'exclusion algorithmique. Et d'un coup, tu vas plus recevoir les offres d'emploi, d'un coup, on va plus te proposer de crédits qui correspondent à tes besoins. Tu vas disparaître des C'est ça, et c'est pas forcément visible. Et il y a d'autant plus un risque, je sais pas ce que tu en penses, mais si au niveau des données d'entraînement aussi qui ont été utilisées dans le modèle, il y avait déjà des biais, tu vas plutôt être encore plus amplifié. Et c'est souvent le cas, parce qu'aujourd'hui, les données, elles sont pas du tout... On n'en a pas assez. C'est ça. Deuxièmement, on sait très bien d'où elles viennent, c'est le command crawl. Bon, c'est pas grave, ça descendra pas plus loin. C'est d'abord Wikipédia très fort, après c'est Reddit, c'est machin. Ça vient du web, et le web, c'est une certaine culture, on sait qui les a écrits, c'est très occidental, etc. Et après, même si toi, tu vas raguer, tu vas fine-tuner avec tes propres datasets, tes datasets, de toute façon, c'est aussi toujours le passé. Ou au mieux le présent, et encore, tu sais très bien que les poissons, à un moment donné, tu gèles les entraînements. Donc là, je sais plus, toi, Bayrou, le chat, il sait toujours pas que Bayrou est devenu le premier ministre, mais c'est normal, on sait. On s'en rend un peu moins compte parce que comme ils sortent toujours des nouveaux modèles, on a l'impression que, mais quand même, tu vois, ça fait partie des évolutions. Donc de toute façon, on sera représentatif déjà un peu de notre passé occidental depuis, on va dire, les années 2000, 2010, 2010, tu vois, voilà. Censé être avec la littérature libre de droit, donc avant les années 70, une certaine représentation de ce. Après, ils ont plié non libre de droit, donc après, ça, tu vois, ça peut compenser. Mais on n'a tout simplement pas assez de données. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mais ouais, allez-y sur les gros LLM, mais à un moment donné, de toute façon, on n'a pas numérisé le monde, et voilà. Et donc, si tu veux, les modèles de langue connaissent la connaissance du monde, c'est très là ce qu'on leur a donné. Le modèle très limité, vraiment pas l'entièreté du monde. Ouais. Et en fait, c'est pas vrai que tu peux compenser par du RAG, c'est pas vrai. Moi, j'ai essayé, tu sais, je faisais des hackathons pour faire des datasets plus représentatifs, tu vois, avec des militants, militantes, où on écrivait des phrases jusqu'à 3h du mat, c'était chiant possible. On essayait de faire des interfaces pour, tu vois, et c'est hyper chiant de créer ces trucs-là, ça n'avait jamais marché. Et même quand bien même on arrivait à avoir des datasets, on les amplifiait écouteurs aussi, on n'arrivait pas à rebalancer la masse. Ça, c'est encore très très difficile, donc c'est pour ça que c'est un sujet à vraiment et c'est pour ça que j'ai dit non, ok, les gars, on va faire des maths en fait. Je veux dire, on va revenir un peu à la vieille théorie de l'information. Et c'est une partie, voilà. Et c'est vrai que là, tu parlais sur l'aspect texte, et ce que je trouve intéressant, c'est que les biais se voient peut-être plus facilement sur des modèles de génération d'images, mais ils sont tout aussi, on s'en rend plus compte, mais ils sont tout aussi présents en fait dans le texte. Ah ouais. Et alors tu sais, ils font, je pense que tu es à l'aise avec l'idée du reinforcement learning, c'est-à-dire qu'ils font des règles de renforcement, mais si tu veux, ils le font de manière grossière. Par exemple, Gemini a dû sortir en avril 24 un de ses modèles parce qu'il s'était mis, donc il leur a dit be inclusive, whatever, tu vois. Donc quand tu demandais des images de Viking ou de SS, tu avais le droit à ton Viking SS afro-américain. Voilà. Donc ils se sont fait toper aux US, c'est un petit sujet, le wokisme, machin. Ils ont retiré, ils ont un peu dévissé en bourse. Bon, après, on leur pardonne vite, tu vois. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont mis des règles de renforcement un peu con-con, be inclusive. Si les règles de discrimination étaient si claires, si faciles, je veux dire, ça fait longtemps qu'on a même réglé le problème, tu vois. Parce qu'on a, en tout cas, en Occident, quelques règles à respecter. On n'arrive pas, tu vois. On est sur des plafonds de verre. Nous, les femmes, 22% dans le numérique, 17, 12 dans l'IA, tu vois. Et pourtant, il y a des incitations. Et pourtant, il y a plein de choses super qui se font. On n'y arrive pas. Non. Si c'était si simple, oui, on le mettrait dans la machine. Mais c'est pas si simple que ça, tu vois. Donc, c'est un domaine, d'ailleurs la mitigation des biais, c'est un domaine scientifique dans le truc qui est complexe, qui est très intéressant, mais qui n'est pas si simple. Donc, et ce que je veux dire, c'est que dans l'état de l'art, quand GPT est sorti, si tu veux, les publis ont fait ça, quoi. Donc on est tous très fatigués d'avoir suivi l'état. Mais sur les biais, c'est resté flat. On est resté, on parle avec 2 Chinois dans le monde, et chaque fois qui mettent en benzo.
Mais je sais que dans les labos, chez les DeepMind et tout, ils travaillent pas trop là-dessus non plus. Bah, c'est moins vendeur pour les VC et Et c'est con parce que, bon, ok, t'as beau pas croire que c'est important dans la vie, t'es pas éthique, je m'en fous, tu vois, ok, je vais pas débattre là-dessus. Mais pourtant, pour nous, on pense que c'est aussi un vrai levier de performance parce que si tu maîtrises les biais, tu peux maîtriser aussi la qualité de tes informations, ton entropie, il y a plein de choses géniales. bien sûr, ouais, ça permet aussi de rendre un peu moins noir la boîte noire que peut être des fois le... Ça, voilà, mais c'est pour ça que je dis, si t'as même pas des considérations là-dessus, ça t'arrange de dire que c'est boîte noire parce que tu peux mieux vendre derrière, tu t'en fous de la régule, t'es pas éthique, ok, je veux bien l'entendre. Mais c'est quand même, tu veux que ton modèle il soit meilleur que ton voisin quand même. Bah voilà, vas-y, va sur les biais parce que tu vas gagner de la performance. Bon, après, j'ai pas, voilà, je pêche encore un peu dans le vide là-dessus, mais je pense vraiment qu'en plus, tu vois, c'est pour ça que je parlais du dark side. En fait, il y a toujours, c'est vrai qu'on a adressé la question des biais de manière un peu militante. Ah, c'est pas bien, traite les éthiques sans disant, donc ça a saoulé tout le monde dans les labos. Je peux comprendre. Maintenant, en fait, les gars, il y a un vrai sujet quand même, tu vois. Alors toi, tu la vis peut-être pas, la discrimination, mais je peux te dire qu'elle existe, donc voilà. Mais malgré tout, il y a quand même, voilà, c'est un champ. Mais tu sais, la frugalité, pendant longtemps, même les gars qui bossaient chez Meta, qui portaient la frugalité, ils disaient non, on s'en fout, parce qu'évidemment, ils avaient le pognon pour développer le truc. Il n'y a que maintenant, on dit, ah, c'est peut-être intéressant, avec comme chambre shop. Il y a moins le pognon. Il y a du retire sur invest, il y a un verrou commercial, c'est-à-dire que tu peux pas équiper les entreprises, sinon votre truc c'est un peu cher quoi là tu vois. Donc, Ouais, effectivement, ouais. et là oui ça redevient intéressant. Et puis tu as aussi tout le sujet éventuellement de travailler sur des plus petits appareils où c'est aussi intéressant d'avoir La modèles qui sont réalité des fiables. entreprises c'est le edge, enfin tu vois beaucoup, enfin tu vois l'industrie pas fou d'être. Alors oui le monde du consulting, le machin ils sont sur leur laptop et bidule, mais c'est pas ça, c'est pas là où ils feront du pognon hein, donc. C'est vrai. Est-ce que tu aurais un dernier mot peut-être pour conclure? Oh là là c'est sûr quoi, j'en sais rien. Be inclusive and frugal, tu vois. Super. Non, mais je pense qu'on est à un moment. Putain, moi, je sais pas dire quelques mots. Je vais te refaire une thèse en fait. Mais on est à un moment du développement technologique où on peut encore faire des choix, quoi. Donc voilà, on est encore libre. Même si tu es chez DeepMind, faire, etc. Super. On est encore libre. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et Virtim Compagnon. Virtim Compagnon, c'est une filiale de Virtim. Virtim, historiquement, ça fait 13 ans que ça existe. On fait de la réalité virtuelle pour des grands groupes, côté RH, industrie, pour des écoles ou encore pour du tourisme. Virtim Compagnon, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 3 ans, j'ai fait une rencontre avec Paul Alexandre qui a la même tenue que moi aujourd'hui, magnifique jaune fluo pour être dissocié du reste de la foule, on va dire. Et en rencontrant Paul Alexandre, il m'exprime l'intérêt d'IA, il me fait comprendre à ce moment-là combien cette technologie va révolutionner en fait le monde qui nous entoure. À noter que c'était il y a 3 ans, donc c'était très early, donc très tôt sur le marché. Et donc à ce moment-là, quand je rencontre Paul Alexandre, il me dit « Kevin, intègre ça dans tes process, tu verras, ça va changer ta vie ». Je sollicite mes équipes, je leur demande dans quelle mesure ce nouvel outil pourrait potentiellement nous aider. Et en fait, on a relevé un problème clé qui est l'accès à la donnée de l'entreprise en interne. Je l'explique très simplement. Souvent, on se pose une question d'entreprise, par exemple, comment je pose un congé? A-t-on déjà travaillé avec ce client? Est-ce que je peux brancher une voiture électrique dans nos bureaux qui sont à Paris? Toutes des questions en fait qui sont simples, mais finalement qu'on se pose tous les jours. Il y a une étude d'ailleurs américaine qui est sortie qui dit qu'en moyenne, on va perdre 2 heures par jour à chercher une information propre à sa propre entreprise. De ce postulat-là, on a développé Virtim Compagnon, qui est en fait une IA qui permet d'intégrer tous nos documents, toute notre documentation interne dans cette machine, et n'importe quel de mes collaborateurs peut interroger le chat sur une question liée à l'entreprise elle-même. Il aura une réponse instantanée, il pourra trouver la source du document, lire le document complet s'il le souhaite, etc. Exemple tout bête, j'ai perdu mon badge pour aller à la cantine, comment ça se passe? C'est quoi la procédure? À qui je dois écrire? Qu'est-ce que je dois écrire, etc., etc. Ça, on s'en est pas rendu compte au départ à quel point c'était puissant, parce que pour nous, dans le cadre d'une boîte de 20 personnes, ça limite, le potentiel au nombre de gens qui vont l'utiliser. Maintenant, quand tu le déploies sur une boîte qui a 10 000, 1000, 5 000 personnes, tout de suite, ça a un impact extrêmement important. Alors forcément, on en a parlé à nos clients historiques. Je disais, Virtim a 13 ans, notamment des clients dans l'assurance, des clients dans la banque, etc. Et eux nous ont dit, mais ton tweet, c'est génial. Nous, les problèmes que tu as, imagine qu'ils sont multipliés par 1000 parce qu'on est plus nombreux, la boîte est plus vieille que la vôtre, il y a beaucoup plus de documents et il y a énormément de turnover. Donc forcément, les documents sont accumulés. Les collaborateurs posent des tonnes de questions, on ne sait jamais vers qui s'orienter, etc. C'est comme ça en fait qu'on a créé Virtim Compagnon. Ok, ouais, c'est vraiment un très bon cas d'usage. Là, tu me parlais de cas d'usage un peu, on va dire, administratif, on va dire, ce qui est un peu autour de la vie de l'entreprise. Est-ce que vous avez aussi des cas d'usage peut-être un peu plus techniques, où vous avez, je sais pas, une équipe qui travaille sur un domaine particulier, ils ont leurs procédures,
et ça les aide aussi à faire de l'onboarding, à intégrer les infos de la boîte. Alors, donc dans les cas d'usage, tu vas avoir effectivement la partie RH pure et dure. On va l'appeler, pour le vulgariser, le knowledge management. Knowledge management, c'est la connaissance globale de l'entreprise. C'est très large, donc ça s'adapte à tous les collaborateurs. C'est souvent porté par la fonction RH. Derrière, tu vas avoir un deuxième cas d'usage qui va être plutôt des sujets de procédure ou de formation. La procédure, généralement, elle est liée à un métier, elle est liée à de la technique, elle est liée à de l'opérationnel. De ce fait, je te donne un exemple. Admettons, dans un métier industriel pur et dur, je suis sur une chaîne de production, j'ai ma machine qui s'est déconnectée, il y a une erreur XYZ qui s'affiche. Comment je dois redémarrer ma machine? Eh bien, collaborateur, qu'il soit nouveau ou ancien, peut-être qu'il ne s'en souvient plus, et que s'il la redémarre mal, il y a un risque pour la machine et pour lui en termes de sécurité. Donc là, imaginez qu'il sort son téléphone, il pose la question au chat à Virteam Compagnon, et Virteam Compagnon étant lié à la documentation de la machine, automatiquement, il aura la procédure exacte pour redémarrer sa machine en toute sécurité. Et comment tu gères le risque potentiel d'hallucination des modèles pour être sûr que la réponse qui est donnée, elle est bien pertinente et que voilà, ça part pas. C'est sous la question. Alors, l'hallucination, hein, c'est, j'aime bien l'exprimer comme ça. Si j'ai deux documents avec le soleil est rouge, le soleil est bleu, à ce moment-là, l'IA ne saura pas lequel choisir. Logique, si on dit ça à un enfant ou à un humain, si on dit que les deux sont vrais, il ne va pas savoir lequel trancher quand on lui en demande un sur les deux. C'est la même chose avec l'IA. En fin de compte, l'hallucination, elle est gérée à partir du moment où tu ne maîtrises pas la documentation qui est ingérée dans l'IA. C'est le cas de ChatGPT puisque c'est la largeur en fait de toute la totalité d'Internet. Ce qui n'est pas le cas de chez nous, puisque nous, c'est lié à la base de connaissances de l'entreprise elle-même. Premier point de réponse. Deuxième point de réponse, qui est technologique, on utilise ce qu'on appelle le RAG. Le RAG, c'est quoi? J'aime bien faire cette maxime. Imaginez un bibliothécaire, demain, qui connaît dans la bibliothèque tous les bouquins. Il en prend une dizaine, il les met dans un carton, il est incollable sur ces bouquins. J'ai quelqu'un qui arrive et qui lui pose une question, et lui va dire « c'est le livre jaune, paragraphe 14 de la page 18, voilà ta réponse ». En fait, il ne peut pas halluciner puisqu'il est lié à une base qui est limitée, et son objectif, c'est d'aller chercher une réponse correcte ou de ne pas chercher de réponse tout court. Dans notre cas, nous, on a intégré, ça fait partie de ce qu'on appelle l'IP technologique, donc la solution technologique qu'on a développée, on a intégré un système qui permet de dire si l'IA n'a pas la réponse, elle le dit ouvertement, je n'ai pas de document qui me permet de te répondre, donc je ne peux pas te répondre. C'est là où est vraiment l'enjeu, parce qu'on imagine dans le cadre d'une procédure industrielle, si jamais on donne une mauvaise réponse, ça peut être dramatique pour le collaborateur. Ouais. Quand tu parlais de redémarrer des machines, par exemple, c'est là où tu es vraiment sûr que tu veux une donnée qui est qualifiée. Et du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller voir la source à chaque fois de la réponse. Pour être sûr justement que voilà. Donc dans l'ordre, en fait, tu poses ta question. Par exemple, j'ai perdu mon badge cantine, comment ça se passe? On te donne la procédure. Tu peux cliquer, ça te donne le ou les documents qui ont servi à générer la réponse. Tu peux cliquer sur le document, voir le ou les paragraphes qui ont servi à générer la réponse. Et ensuite, tu peux cliquer sur la source et donc voir le document complet. C'est souvent intéressant dans les cas juridiques, dans les cas de procédure, où on peut dire je vais remonter à la source complète pour voir le contexte autour de la réponse qu'on m'a donnée. C'est ce qu'on dit souvent. L'IA, c'est magique, mais en même temps, il faut quand même comprendre la réponse qu'on nous a donnée. Ah, bien sûr. Mais alors, par contre, quand je vois un petit peu ce que tu fais, est-ce que tu as fait un peu un challenge sur la qualité des données de l'entreprise? Parce que voilà, des procédures, il y en a peut-être un petit peu partout. Il faut savoir où elles sont, il faut savoir dans quel format elles sont. Voilà, sur l'intégration de tout ça, c'est quoi un peu les challenges que vous avez là-dessus? Alors, tout le monde a des challenges de données aujourd'hui, puisque les données telles qu'elles étaient constituées dans les entreprises n'ont jamais été pensées pour l'IA à la base. Elles ont été pensées pour plein d'autres choses, mais pas pour l'IA. Donc on doit se conformer finalement au format de l'IA. Quand je dis le format, c'est le format de compréhension, et en fonction de ce qu'on utilise, c'est pas toujours la même chose. Ça, c'est le premier point de réponse. Le deuxième, c'est que nous, quand on déploie ce genre de solution chez un client, il y a un travail au départ où on leur dit donnez-nous un sample, un échantillonnage de 20 documents dans le cadre du cas d'usage qu'on va déployer. On prend ces 20 documents et on les analyse humainement, donc à la main, et par des machines. Les machines elles-mêmes vont solliciter une autre IA qui va poser des questions à ses propres documents pour voir s'ils sont compris. On va leur mettre un scoring et par rapport à ça, on va dire à notre client est-ce que votre base va finalement faire baisser les bonnes réponses ou l'augmenter? Est-ce qu'il y a des documents qu'on ferait mieux d'enlever finalement cette base plutôt que de laisser la totalité? C'est pour ça qu'on démarre toujours par un use case précis, un cas d'usage précis, plutôt que d'aller sur des cas d'usage qui sont très larges. Ouais, je comprends. Ouais. C'est vrai que si tu n'as pas des bonnes données d'entrée, bah forcément, tu n'as pas une bosse qui a été sortie. C'est un peu toujours ça la contrainte, quoi. Et donc, est-ce que peut-être tu peux nous dire vos projets pour la suite avec Virteam, du coup Bah, là, on a structuré l'équipe, on continue de recruter, etc. On a surtout, dans le cadre de ce qui se passe avec l'IA Summit qui avait lieu hier, etc., on attend un petit peu les prérogatives et ce qui va se passer au niveau français. Nous, on a pris une prérogative de base,
Je ne sais pas si c'était la bonne initiative, mais en tout cas, on l'a prise dans ce sens-là. Le drapeau, il n'est pas anodin. Tout ce qu'on fait est made in France, souverain, respecte les normes 27001, 27002, 42001, ce qui veut dire qu'on sait répondre aux plus hautes instances de sécurité, puisqu'on travaille uniquement sur la donnée interne, très important. Donc nos projets, c'est continuer d'améliorer la solution et de travailler la R&D sur le RAG, la pipeline de RAG, donc ce qui va donner des réponses précises et cohérentes, de faire évoluer le sujet, parce qu'on a pas mal de choses dans les tuyaux en termes de features, donc d'options un petit peu supplémentaires. Et moi, ma vision à 2 ans, elle est que nos deux métiers historiques VR, réalité virtuelle et IA, vont s'interfacer ensemble avec des expériences qui vont être immersives et poussées par l'intelligence artificielle. Ouais, je pense que là-dessus, il y a un vrai sujet qui peut vraiment arriver. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Ça va prendre du temps. Il nous manque un peu comment dire, le device idéal. Apparemment, il y a Apple qui a fait son casque, c'est pas encore tout à fait ça. L'État qui fait des casques qui sont de mieux en mieux, mais il y a toujours ce truc où voilà, c'est pas parfait. Ray-Ban qui a lancé aussi. Les lunettes qui commencent, je pense, à arriver sur quelque chose qui marche mieux parce que voilà, les lunettes, on arrive mieux à l'accepter, on voit le regard de la personne, etc. Mais effectivement, je pense que c'est un des prochains sujets où quand les deux vont réussir à finir à se fusionner, qu'on va avoir des bons outils qui nous permettent de bien voir un petit peu un monde en réalité augmentée ou voilà, en réalité virtuelle. Tout à fait. Il va y avoir des trucs vraiment intéressants qui vont pouvoir s'interfacer. C'est notre vision. Alors, on a commencé des interfaçages avec les deux. Aujourd'hui, la complexité technologique, c'est de faire communiquer les deux ensemble, ce que l'on voit à l'image avec ce que l'on va prompter. Les deux dissociés, c'est facile, on l'a déjà mis en place plusieurs fois. Faire communiquer les deux, c'est un peu plus complexe. Mais au-delà de la complexité technique, nous, on a toujours eu l'enjeu de dire à quoi ça sert. Si ça sert à rien, il n'y a pas d'intérêt. Là, on a plusieurs pistes sur les usages. On commence à les travailler. Maintenant, on sait que le marché met du temps à devenir mature. Pour moi, le plus gros enjeu qu'on a tous aujourd'hui, start-up et PME dans l'IA, c'est dans quelle mesure les grands groupes avortent les initiatives internes qui généralement ne sont pas bonnes, ou en tout cas n'ont pas été menées correctement. En tout cas, elles ont été menées correctement, mais ce n'est pas le métier interne d'entreprise. Donc souvent, ça rallonge les projets, mais ça permet de justifier un use case pour dire on ne sait pas le faire en interne, on va le sous-traiter. Et donc le fameux make or buy, est-ce que j'achète ou est-ce que je fabrique, c'est que l'Europe soit se positionne en disant on légifère vraiment et on met des pénalités à ceux qui ne respectent pas ça et qui passent par des players américains ou chinois. Et là, auquel cas, ça fait sens de dire nous, Français, on a des normes qui sont complexes, mais les grands groupes n'en ont rien à faire. Il faut vraiment que pour le coup on légifère sur le fait, ou alors on laisse tout tomber et on se travaille à armes égales avec les Américains. On fait nos levées de fonds aux États-Unis sur des montants qui sont comparables à ceux des États-Unis ou de la Chine, et là on se bat tous à armes égales. Mais il va falloir qu'il y ait un positionnement, parce qu'aujourd'hui on est un petit peu entre les deux, et c'est vraiment le challenge, je pense, qu'on a tous sur ces sujets-là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et dernière question, tu disais que vous essayez vraiment de travailler qu'avec des serveurs en France, des outils en France. Le modèle que vous utilisez justement pour le track, c'est quoi? C'est Mistral ou vous avez créé un modèle open source ou, Alors, c'est un modèle open source pour la simple et bonne raison. On a démarré avec Mistral pour être transparent. Ouais. Le modèle a changé 4 fois en l'espace de 6 mois. Pour la simple et bonne raison, ça va très vite. Vu que c'est de l'open source, peu importe d'où provient le modèle initialement, il est open source. On le prend, on le met dans nos infrastructures en France, opéré en France, et c'est absolument pas lié à la société initiale qui aurait créé le modèle open source, etc. Donc, je vais même pas donner un nom de modèle parce qu'il est possible qu'au moment où la vidéo sorte, ce soit déjà obsolète et que ce soit un autre modèle. En revanche, ça change vite et je pense qu'il faut être très agile. C'est là où le fait de faire des opérations internes sur des grands groupes, ça montre la complexité d'avoir un usage qui réponde réellement avec des réponses qui sont concrètes et qui permettent de prouver que oui ou non, le cas d'usage fonctionne. C'est pour ça que c'est un petit peu biaisé en général, parce que les choses vont tellement vite et on sait que dans les grands groupes, l'agilité, c'est souvent un défaut. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Et avec IA, on le voit, hein, surtout dans le monde de l'open source, il y a tout le temps de nouveaux modèles qui sortent, qui sont de plus en plus performants. Et effectivement, on va pouvoir aussi suivre à chaque fois les changements qu'elles amènent. Ce serait dommage de rester sur un modèle qui a 6 mois ou 1 an, parce que quand on voit les évolutions qu'il y a, on se retrouve à avoir beaucoup de performance. Je mettrai un bémol. Il existe des fois des modèles plus anciens qui sont meilleurs dans des cas d'usage particuliers. C'est vrai. Exemple tout bête, dans certaines langues, aujourd'hui, il y a des modèles qui sont bien plus performants que d'autres. C'est pas le nombre de paramètres qui fait la différence, mais c'est bien la langue source dans laquelle le modèle avait entraîné ses données. Donc ça, c'est un exemple qui peut des fois être un contre-exemple en fin de compte, mais c'est hyper intéressant au départ de se poser la bonne question. Et en effet, c'est sûr. Et avec la technique justement du RAG, vous vous assurez aussi d'aller chercher les bonnes données. Vous n'avez pas forcément besoin du dernier modèle super performance qui va faire des chaînes de réflexion, ce genre de choses-là hyper complexes. Parce que le but, c'est surtout d'aller chercher la bonne donnée facilement et de la restituer dans un langage compréhensible pour cela dit, le langage de restitution est important. On avait un modèle au départ qui était plus puissant que celui qu'on utilise aujourd'hui. Il y en avait des réponses extrêmement verbeuses qui nous mettaient des réponses de 6 lignes au lieu d'en faire en 3.
et c'était juste chiant à lire. Donc, il n'y avait pas d'intérêt. Finalement, le modèle, il est propre au cas d'usage et à la pipeline de RAG. Et je le redis, dans notre domaine, la pipeline de RAG, c'est ce qui fait la différence technologique avec, dans cette pipeline, la quantité de données qui arrivent à ingérer notre modèle dans le cadre de sa recherche documentaire. Les seuils sont généralement autour de 40-50 documents. Au-delà de ça, on sait que c'est extrêmement compliqué de passer ces seuils. Nous, aujourd'hui, on a battu des scores sur plusieurs milliers de documents et parce qu'on ne travaille que sur ce sujet-là. Ok, c'est super intéressant. Tu as un dernier mot pour conclure? Bah non, ravi d'être au YCF à Cannes et de pouvoir partager cette vision de l'IA avec toi. Je suis Ludivine Allenda, je travaille chez Mycophyto. Et Mycophyto, c'est une start-up qui existe depuis 2017 et qui crée des biostimulants à usage agricole. Donc des biostimulants, c'est tout simplement une nouvelle façon de faire de l'agriculture, de booster les plantes pour arriver à plus de rendement, plus de rétention d'eau dans les sols et moins d'intrants chimiques. Donc comment on fait ça? Nous, dans nos solutions, on a des champignons mycorhiziens. Ce sont des champignons microscopiques du sol qui existent depuis extrêmement longtemps. Donc ce n'est pas notre innovation, bien sûr, c'est l'innovation de la nature. Et ces champignons mycorhiziens, ils sont nombreux. Il y a de nombreuses souches qui existent dans le monde entier. Et il faut savoir qu'elles sont propres à un certain contexte, on va dire, donc une certaine typologie de sol, un certain climat, une certaine plante ou un itinéraire de culture, une biodiversité présente dans les sols. Donc en fait, nous, on va utiliser l'IA, on va tout simplement créer un outil de prédiction pour nous aider à créer la meilleure combinaison de ces champignons mycorhiziens et répondre ainsi aux besoins de l'agriculteur en lui proposant un biostimulant qui est adapté à son contexte et qui est adapté aussi aux évolutions climatiques et aux évolutions auxquelles il a à faire face. Et donc, c'est quoi le problème vraiment que l'IA elle a réussi à débloquer, qui n'était pas vraiment forcément possible avant? En fait, c'est un problème de matching, c'est-à-dire qu'il y a 350 espèces de champignons qui existent dans le monde, qui sont compatibles avec 85% des plantes sur la planète. Donc ça veut dire qu'on a un champ exploratoire qui est formidable et qu'on ne peut pas proposer à l'agriculteur et donc in fine aux plantes une seule espèce de champignon qui va couvrir tous les besoins et tous les contextes. C'est impossible. Et en fait, ces combinaisons, il faut comprendre que par biomimétisme, on va essayer de copier la nature qui fait très bien les choses et qui va utiliser certaines espèces. Il y a certaines espèces qui se retrouvent dans des contextes particuliers, dans des sols particuliers et pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que les plantes vont vraiment faire la symbiose avec ces champignons et c'est comme ça que les plantes vont pouvoir aller chercher plus de nutriments dans les sols, garder plus d'eau à la racine, etc. Donc le but, c'est vraiment de faire de la mycorhisation ciblée, donc d'adapter nos solutions aux besoins de l'agriculteur selon où il est, selon ce qu'il fait et selon l'évolution aussi de la nature. Et c'est là où du coup l'intelligence artificielle à l'intérieur, parce que j'imagine que vous avez plein de données sur justement le type de sol, le type de champignon, le type de plante qui est cultivée. Oui. Et toutes ces données-là, du coup, elles rentrent, j'imagine, dans votre modèle qui permet après de faire justement le bon matching. Dans cet outil, donc on est en partenariat avec l'INRIA pour la construction de cette plateforme où on va agréger en fait toutes les données en open data qui existent sur de la littérature scientifique, sur les sols, les climats, donc en open data, tout ce qu'on peut trouver. Mais on va aussi y agréger toutes les données issues de nos propres expérimentations, où là, pour le coup, nous, on a déjà des résultats et des logiques qui se créent. Et donc, ce schéma global, l'IA va nous permettre d'accélérer considérablement la construction de bons outils, c'est-à-dire de bonnes combinaisons, de bons mix de champignons, pour tout simplement être beaucoup plus efficace et proposer aux agriculteurs une solution pour vraiment les accompagner dans la transition agroécologique. Et donc en fait, tout ça, ça peut avoir un véritable impact derrière dans notre asset au final, parce que ça va permettre peut-être d'avoir des choses qui arriveront, qui seront différentes de ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ça? Exactement, donc on parle vraiment d'une solution du sol à l'assiette, effectivement. Et il faut comprendre que la santé, elle prend racine sous nos pieds, c'est-à-dire qu'il y a un monde assez inconnu aujourd'hui sous nos pieds, dans les sols. On est en front de science, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, il y a beaucoup de mystères à lever, donc il y a beaucoup de recherche et développement à faire pour comprendre les mystères de tous ces micro-organismes qui sont dans les sols. Donc demain, évidemment, bien cultiver, s'assurer que les terres puissent produire encore et encore pour pouvoir nourrir la planète, tout simplement. C'est aussi assurer une super alimentation, une alimentation plus riche, mais aussi une alimentation plus efficace, tout simplement. Et ça, c'est notre santé qui est en jeu in fine. Donc c'est extrêmement important. On parle de souveraineté alimentaire, on parle de santé, on parle de notre vie, tout simplement. Voilà. Ok, merci beaucoup Ludivine. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être pour conclure? Non, mais je vous invite à nous suivre parce qu'on est très actifs sur
LinkedIn par exemple et sur les réseaux sociaux. Mycophyto, c'est avec des Y. Et en fait, on adore aussi parler de l'avenir et de la santé des sols. On adore vulgariser ce sujet, sensibiliser autour de ça parce que c'est vraiment important donc de notre point de vue évidemment. Nous, chez Manta, on développe un logiciel pour aller déployer des IA dans des flottes d'équipements, donc dans des centaines, voire milliers d'équipements embarqués, voire millions un jour, on espère. L'objectif, la vision qu'on porte chez Manta, c'est d'aller ramener le calcul d'intelligence artificielle au plus proche de la donnée, au plus proche de là où elle est générée, au plus proche des capteurs. En fait, derrière ça, l'idée, c'est que la plupart des données des capteurs actuellement sont remontées dans le cloud. Avec ses avantages, le fait de mettre à l'échelle les calculs, bien sûr, mais aussi ses problématiques. De plus en plus, on est conscient de la nécessité de gérer les informations des utilisateurs, leur confidentialité, avec les lois comme les RGPD. Mais de plus en plus, les entreprises sont soucieuses de leurs données opérationnelles et surtout de leur souveraineté par rapport à leur algorithme, qui peut avoir une plus-value. Le deuxième aspect, c'est le coût du cloud. Ça a un gros coût de tout envoyer dans le cloud, au niveau gestion, extraction de données, et aussi il y a toutes les problématiques de latence qu'on veut faire de système en temps réel. Donc nous, chez Manta, ce qu'on permet, c'est d'aller y déployer directement là où la donnée est générée. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller installer un logiciel Manta, directement au niveau de l'équipement embarqué, celui qui va capter de la donnée. Ça peut être un robot industriel, ça peut être un véhicule autonome, ça peut être des équipements dans la ville également. Et l'idée, c'est que ça, on va l'opérer avec la data scientist. Donc d'un côté, on a un data scientist, de l'autre côté, on a une flotte d'équipements. Et au milieu, il y a Manta. L'objectif, c'est que le data scientist, il va définir un algorithme d'intelligence artificielle, d'analyse de données, de mise en production de modèles. Et ça, il va l'envoyer au serveur Manta. Le serveur Manta, lui, il va avoir pour rôle d'aller orchestrer le calcul au bon endroit. Au bon endroit, il est défini par deux choses. Par déjà, une ressource en calcul. Il faut avoir des équipements, quand même des micro-ordinateurs qui ont la capacité de calcul. Alors maintenant, on a de la chance. Ici, on a des puces Jetson de NVIDIA qui ont maintenant de plus en plus de puissance de calcul, d'aller traiter des volumétries de données assez importantes. Donc ça, c'est assez cool, c'est une chance qu'on a. Et donc, on va les orchestrer en fonction de cette ressource de calcul disponible, mais aussi en fonction de la donnée au bon endroit. Donc, on va aller traiter la donnée à la source. Donc ça, c'est très important. Maintenant, l'avantage pour le data scientist, c'est quoi? Le data scientist, lui, va pouvoir se concentrer uniquement sur son innovation, sur sa plus-value, sur son algorithme. Et il n'aura plus à se soucier de toutes les problématiques liées à comment je vais connecter mes équipements, comment je vais m'assurer que mes calculs locaux soient sécurisés, que mes communications soient chiffrées, comment je vais m'assurer que j'ai l'observabilité des opérations, des données qui circulent, des informations qui circulent, et la traçabilité des erreurs si elles arrivent. Tout bon développeur fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et donc Manta va permettre d'outiller tout ça et d'aller lui ramener les bonnes informations pour qu'il puisse aller prendre les bonnes décisions. Et donc ça, c'est un peu la vision qu'on porte chez Manta. Comme je l'ai dit avant, actuellement, on parle beaucoup d'IA générative. Et ce qu'on porte ici, c'est de dire il y a plein de choses qu'on peut aller automatiser dans des petits équipements. On peut aller rendre des métiers un peu moins pénibles. On parlait par exemple du tri de déchets. Aller faire du tri de déchets automatisé pour avoir toujours plus de plastique qui soit trié. Et ben, c'est les cas d'usage qui ont l'intérêt, qui ont l'importance. Et c'est là aussi où l'IA peut avoir un impact sur la société. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de petits modèles qui permettent de faire des tâches très précises mais de façon très efficace. En fait, là, vous aidez un petit peu à intégrer ce genre de petits modèles, mais directement dans un milieu un petit peu industriel, avec de la robotique, etc. quoi. Exactement, c'est ce qu'on porte. On parle beaucoup de gros modèles. Et maintenant, ce qui est aussi bien, c'est que ces équipements embarqués, ils ont la capacité d'aller faire des modèles qui sont à différentes capacités. Ce qui est bien aussi dans l'embarqué, c'est que ça nous pousse à poser plus de questions. Le cloud, il a eu l'avantage, comme c'est dit, de mettre à l'échelle les calculs. Quand on fait du déploiement dans le cloud, on a quasiment des capacités de calcul illimitées. Alors c'est très cool, hein, pour faire du prototypage, c'est génial. Pour faire des LLM, c'est génial, tout le monde est content. On fait des super applications qui ont de la belle gueule, qui démontrent quelque chose. Mais derrière, on se dit, ça consomme beaucoup, pour quel intérêt derrière? Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser autant de watts pour ce cas d'usage? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose d'un peu plus frugal, un peu plus intelligent? Et ça, c'est aussi ce qu'on porte dans l'embarqué, c'est de dire, ok, on a des ressources limitées, donc ça va pousser aussi aux data scientists, aux ingénieurs de dire, je veux faire ce cas d'usage, je veux garder les mêmes performances, mais comment je vais faire que mon modèle soit un peu plus adapté aux ressources que j'ai localement. Et ça, c'est important. Et en fait, petit modèle, c'est important. Petit modèle ne veut pas dire aussi moins bonne performance, sur plusieurs aspects. Sur le premier aussi, petit modèle qui collabore peut avoir la même performance qu'un gros modèle tout seul. Et donc ça, c'est aussi très important. Des petits agents qui sont éparpillés, mais qui vont collaborer,
partager la connaissance sans partager la donnée. Et qui ont chacun un petit peu leur spécialisation. Leur spécialisation et qui vont aller partager des insights locaux de moi, j'ai compris ça, je t'envoie ça, du coup tu vas pouvoir prendre une décision plus avertie. Ça maintenant on le retrouve beaucoup dans la recherche des véhicules. On a ces véhicules maintenant qui commencent à être pas mal autonomes, qui prennent des décisions avec les radars, avec les lidars, avec les caméras intégrées au véhicule. Et de plus en plus on va être des véhicules connectés, qui vont prendre des décisions non pas qu'avec les capteurs intégrés au véhicule, mais aussi avec les capteurs de la ville, avec par exemple des feux rouges qui vont être connectés et vont t'envoyer l'information, dire ok là le feu il est rouge, mais aussi avec les autres véhicules, avec des communications véhicule to véhicule. Donc celui qui freine devant, il va t'envoyer l'information qui freine. Donc ça réduit le nombre d'informations dynamiques à traiter localement. On peut réduire la taille des modèles et ainsi avoir des prises de décision aussi plus rapides, plus averties. Est-ce que tu imagines des cas d'usage pour l'avenir, du coup, grâce justement à ce que vous proposez? Sur n'importe quelle industrie. Comme tu veux, n'importe quelle industrie. Est-ce que tu vois un cas d'usage qui pourrait faire un gros impact? Il y a énormément de cas d'usage. Moi, je pense que déjà dans l'industrie, il y a une volonté française et européenne autour de la souveraineté, la réindustrialisation, et que moi, je trouve qu'il est importante d'un point de vue géopolitique, on va dire. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui porte. Malheureusement, on n'a plus la force ouvrière pour aller refaire de l'usinage. Donc ça, il faut accepter ça. Et pour moi, il faut aller accepter sur l'automatisation. Le problème, c'est qu'avoir l'automatisation, les chaînes de production sont statiques, ça ne marche plus. Il faut avoir des choses dynamiques. Donc il faut aller avoir qui dit dynamique va dire avoir des modèles d'IA qui vont aller s'adapter au contexte. Et donc là, je pense que dans l'industrie, il y a plein de cas d'usage d'aller... On déploie déjà de l'IA dans l'industrie pour faire de l'analyse qualité, la maintenance prédictive, mais maintenant, il faut aller pousser plus loin, sur la production, sur vraiment l'adaptation de la production en fonction du besoin d'un client et de la personnalisation aussi du client. C'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Ça, c'est les cas d'usage, je pense qu'ils vont émerger quoi qu'il arrive. Maintenant, il y a tout ce qui est finalement, je pense, l'utilisation de l'IA. On parle beaucoup que ça utilise beaucoup de ressources. Il faut le voir aussi comme un moyen de rendre la société aussi plus green, d'avoir de l'agriculture plus green, d'aller vérifier la qualité des sols, d'aller vérifier la nécessité d'utiliser tel et tel produit ou pas. Et donc tout ça, moi, je pense, c'est un intérêt aussi dans l'agriculture, d'aller rendre ça plus automatisable, de rendre aussi des métiers moins pénibles. Après, il y a des sujets qui sont marrants. Hier, il y en a qui sont venus nous parler, par exemple, de faire des distilleries connectées. Ouais, c'est sûr, c'est fun. Voilà, il y a des choses qu'on ne penserait pas et qui ramènent tout de suite de l'innovation. Maintenant, je pense que ça va être intégré un peu partout. Je pense que les territoires doivent s'approprier. Je pense qu'il y a une grosse plus-value aussi dans le médical, d'aller désengorger les médecins, les hôpitaux. Moi, ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et je pense que c'est important d'aller ramener le médical à la maison avec des dispositifs intégrés, avec une préanalyse au niveau du patient et faire le lien avec le médecin, qu'il ait des données plus pertinentes et qui prennent moins de temps par patient, mais avec des trucs plus avertis, avec des informations. Et où les données du coup peuvent être traitées directement dans l'appareil. Exactement. Pour avoir le modèle qui est bien adapté. Et qu'on envoie des alertes. Là, il y a quelqu'un avant qui nous parlait que l'IA allait tout remplacer, etc. Je pense que ce qu'il faut garder de tout ça, effectivement, ça va remplacer des boulots. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'IA doit être un outil pour l'expertise. Il faut que les humains acceptent de devenir experts dans certains domaines et que l'IA va devenir un outil pour leur expertise. Et donc, dans tous ces domaines-là, que l'IA soit aussi un intermédiaire entre plusieurs experts qui puissent faciliter leur travail entre eux, leur transition d'informations, etc. Et que ça rende les choses plus fluides plutôt que complexes. Ok. Merci beaucoup Hugo pour toutes ces infos. Au plaisir. Bon courage du coup pour Mantatech pour également millions de devices. En déploiement. Alors nous on fait du silicium, on fait du hardware. On a développé une architecture de composants électroniques pour l'intelligence artificielle, donc c'est ce que vous voyez là, sous le ventilateur. Bon, je sais pas si on le voit à cette distance. Mais du coup, c'est une architecture de calcul dédiée à l'intelligence artificielle embarquée, donc pour le déploiement d'IA dans les systèmes embarqués, donc les drones, les satellites, les systèmes de défense, et demain, pourquoi pas, les smartphones, les laptops. Et notre spécificité, c'est qu'on réduit la consommation de l'IA d'un facteur 10 par rapport à ce qui se fait aujourd'hui de mieux, et d'un facteur 100 par rapport à ce qui se fait en général, donc dans les GPU NVIDIA typiquement. Et donc ça va permettre d'embarquer l'IA beaucoup plus simplement dans ce type de systèmes qui sont fortement contraints en énergie, donc tous les systèmes qui sont sur batterie ou qui fonctionnent sur panneaux solaires par exemple. Ok, c'est super intéressant. Et qu'est-ce qui fait que vous avez justement été capable de réduire autant la consommation? Alors, comment on a fait effectivement pour diminuer la consommation de l'IA à ce point? En fait, c'est assez simple. On s'est dit,
quel est le meilleur outil qui fait de l'IA aujourd'hui au monde? En fait, c'est le cerveau. Et il fait pas de l'IA, il fait juste de l'intelligence. Et en fait, le cerveau, il faut bien comprendre qu'il consomme 20 watts pour exécuter des algorithmes qui font des milliards et des milliards de neurones. Ça, c'est en pratique plusieurs milliards de fois plus efficace que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc l'idée, elle est simple, c'est de s'inspirer du fonctionnement du cerveau pour développer des architectures de calcul qui vont imiter son fonctionnement et donc reproduire une partie de son efficacité énergétique. Et c'est ce qu'on a fait puisque du coup, c'est 100 fois meilleur que ce qui se fait par ailleurs. Et je vois qu'il y a une petite démo derrière. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu rapidement? Bon, alors il y a 3 démos en parallèle. Donc là, c'est un cas d'usage proche de ce qui se passe dans l'industrie. Donc c'est de la détection de véhicules pour les applications véhicules autonomes, par exemple. Ici, on a une démonstration un peu plus expérimentale, donc ça tourne pas encore sur le processeur à l'heure actuelle, mais on bosse dessus. C'est pour le rendez-vous orbital automatisé entre des satellites. Donc en fait, on va estimer la position d'un satellite cible et sa distance pour faire du calcul de trajectoire et venir se docker automatiquement au satellite. Et là, c'est la démo interactive. Donc je peux la faire en direct. Donc c'est une démo de reconnaissance de gestes. Hop, je me recule un peu. Par exemple, si je lui dis coucou de la main droite, il reconnaît que c'est coucou de la main droite. Coucou de la main gauche, il reconnaît bientôt voilà, que c'est coucou de la main gauche. Je peux faire de la guitare, il reconnaît que je fais de la guitare. Hop. Et voilà, il reconnaît comme ça des gestes. Super. Et le cas d'usage dont tu parlais là sur le satellite, c'est vrai que c'est un super bon cas d'usage. C'est typiquement le genre d'environnement où ça tourne sur batterie, on les a alimentés, on peut pas. Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a souvent des problèmes de latence. Tout à fait. En fait, le truc, c'est qu'on va pas pouvoir déporter l'IA au sol parce que quand on fait du rendez-vous orbital, il faut être extrêmement précis en termes de timing. Donc on n'a pas le temps d'envoyer la donnée au sol et d'attendre la réponse. On préfère en fait tout processer sur place. Et c'est ce qu'on permet avec Aiko directement dans le satellite. Ok. Et est-ce que tu aurais peut-être des autres idées de cas d'usage qui auraient du coup s'appliquer à donc Botware? Alors on travaille déjà avec d'autres cas d'application. Donc toujours dans le spatial, par exemple, on va faire de la détection de débris dans le voisinage du satellite. Ça va permettre de faire de l'évitement d'obstacles pour éviter que le satellite soit détruit par des débris dans son environnement. On a des applications, donc là c'est à la fois satellite et à la fois drone pour le débruitage de signal. Alors là c'est un peu plus compliqué, mais si vous voulez, il y a des interférences. Quand on essaye de communiquer avec un satellite, il y a de fortes interférences dues au fait qu'il y ait d'autres satellites dans l'environnement ou pour les drones, dans les zones de combat. Je ne sais pas si vous voyez les vidéos un peu sur YouTube qui circulent. C'est extrêmement brouillé, il y a énormément de brouillage. Et nous, on va déployer une IA dans le satellite ou dans le drone qui va permettre d'isoler le signal d'intérêt et de complètement effacer le brouillage. Et donc en fait de rendre le système résistant aux interférences ou au brouillage. Il y a plein d'autres applications, par exemple de la navigation autonome pour les robots, les véhicules, les drones, etc. Sur quoi on travaille encore? Le monitoring de signaux vitaux dans les montres connectées par exemple, ou dans les pacemakers connectés, ce genre de choses. En fait, tout ce qui a besoin d'IA et qui a une forte limitation en apport énergétique, on peut permettre de répondre aux besoins en déployant Aiko dans les systèmes. Ok, ouais, c'est super intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier mot peut-être pour conclure? Attendez-nous parce qu'on est bientôt les prochains Nvidia et vous avez intérêt à investir maintenant. Je fais partie de la startup Somanity, donc du coup qui a été créée il y a 3 ans. Et nous, on travaille du coup sur tout ce qui est exosquelettes. Donc on a des exosquelettes actifs et des exosquelettes passifs. Les exosquelettes actifs, donc, ce sont des dispositifs motorisés destinés aux personnes en situation de handicap moteur. Et à côté, on a du coup des exosquelettes passifs pour tout ce qui est aide à la manutention et au port de charges lourdes. Toutes les industries comme le BTP, le milieu médical et les domaines viticoles. Ok, donc juste pour un petit peu mieux comprendre, la partie active ou passive, c'est de toute façon l'exosquelette il aide la personne, mais par contre la partie active c'est qu'il fait quelque chose en plus, c'est ça? La partie active en fait c'est des circuits motorisés que vous allez retrouver à l'intérieur des dispositifs. Alors que la partie passive, elle utilise seulement des élastiques et de la compression d'air. D'accord, ok, pour éviter justement les personnes qui font beaucoup de manutention, des rhumatismes ou ce genre de choses-là. Exactement, et c'est aussi plus facile à utiliser dans certains domaines d'activité. Ça peut aussi d'être utilisé sous la pluie également, alors que quelque chose de motorisé avec des batteries, c'est pas idéal. Et il y a une partie du coup intelligence artificielle qui s'intègre aux exosquelettes. Tout à fait. Alors pour la partie active, on va insérer des capteurs à même l'exosquelette actif pour qu'il puisse capter l'environnement autour de la personne qui utilise le dispositif. Et pour la partie du coup exosquelette passif, pareil, on essaie de travailler sur une technologie de capteur pour récolter les données d'utilisation de l'équipier qui le porte. Et voilà. Ça permet d'avoir des infos sur peut-être, je sais pas moi, la bonne façon de porter quelque chose. Vérifier l'utilisation sur toute la journée, voilà combien de temps elle a été utilisée. Et après aussi récolter des données de santé et de bienfaits du coup sur tout ce qui est douleur lombaire de l'utilisateur. Ok. Et sur la partie active, et l'idée c'est plutôt de détecter l'environnement, mais est-ce qu'il y a peut-être une étape par la suite pour justement prévoir en fonction, je sais pas moi,
il y a des escaliers, donc l'exosquelette se prépare pour passer les marches ou ce genre de celle-là. Les exosquelettes que nous, on a créé, le premier prototype qui est disponible aujourd'hui sur le salon, c'est un exosquelette qui est fonctionnel et qui en fait reproduit véritablement une marche humaine. Et l'objectif aussi, c'est voilà, ces capteurs puissent détecter un escalier ou tout autre objet autour de l'utilisateur. Ok, et ça, c'est des choses qui étaient peut-être pas possibles avant, mais plus accès à l'intelligence artificielle, j'imagine. Ok, super. Est-ce que tu aurais un dernier mot peut-être à nous partager pour parler de Somanity du coup? Chez Somanity, vraiment, les valeurs, c'est l'humanité. Et nous, ce qu'on a vraiment besoin, c'est un retour utilisateur. C'est tous ces arguments utilisateurs qui font notre force et qui nous aident à optimiser au mieux le dispositif. Alors, nous, on s'appelle Backspace. On est une société qui est une société française, une des premières applications françaises à être mise en avant par Apple. Donc on a créé Sidekick, qui est la première application qui permet d'avoir une IA incarnée. Ça veut dire qu'en fait, quand on est dans le contexte de l'Apple Vision Pro, les utilisateurs peuvent facilement poser des questions à une IA. Ça veut dire qu'en gros, l'idée à la base, c'est de se dire j'ai un Vision Pro, j'ai envie de poser des questions à ChatGPT. C'est pas pratique d'aller taper du texte. Et là, pareil, si tu as envie de faire une recherche Google, ce qu'on va faire plutôt, du coup, c'est on va faire un personnage qui a une personnalité, qui se souvient de ce que tu lui as dit, qui est avec toi un peu au long de ta journée dans le Vision Pro ou des 2 heures que tu passes dans le Vision Pro. Et du coup, dès que tu as une petite question, tu es en train d'écrire un mail, tous les usages de l'IA en fait, hein, tu as une recherche sur une question précise ou quoi, et tu te tournes vers Sidekick, tu parles avec lui comme tu le ferais avec un collègue en fait, et tu as ta réponse en quelques secondes. Et du coup, vous avez lancé l'application il y a combien de temps? Parce que, Ouais, l'application est sortie à la fin de l'été, discrètement au début, et puis en fait, rapidement on a eu un coup de boost avec Apple en fait, qui nous a mis en avant. Ça veut dire qu'en fait dans les applications sur l'App Store, on a des applications assez connues, on a Marvel, on a France Télévisions, et on a Sidekick dans la liste, quoi. Donc on a les 4-5 applications, donc on est très fiers de ça. Et puis aussi on a des bons retours des utilisateurs. Il y a à peu près 500 000 personnes aujourd'hui, selon les estimations, qui ont ce casque. C'est un marché qui va grossir de plus en plus. Il y aura une deuxième version, il y aura une version grand public. C'est pas du tout grand public pour l'instant. Ou alors c'est un public qui a de l'argent, mais voilà. Ça va grossir dans les années à venir. Et donc nous, on prépare cet outil pour ces gens-là. Aujourd'hui, c'est vraiment des early adopters. Et puis petit à petit, il y aura de plus en plus de gens. Donc nous, on va faire différentes apparences. Là, on a un robot. On va avoir très rapidement, on va avoir Bandy, qui est une référence à Clippy de Microsoft Office. Et on va construire davantage d'apparences. Et on va améliorer toutes les fonctionnalités, pouvoir lui parler plus directement, pouvoir lui donner des images, pouvoir le coller à des modèles de langage qui sont différents de celui qu'on a actuellement. Là, on est en train de faire l'intégration de Mistral. C'est ça. Ah, parce que j'imagine que dans l'avenir, on pourrait faire pas mal de choses, voire même imaginer une connexion avec toi, ce que tu vois avec ton casque, pour justement lui poser peut-être des questions sur ton environnement. Ouais, exactement. Donc ça, c'est possible. Donc le fait de pouvoir voir, donner à voir au robot, c'est un truc qui est possible en contexte B2B. Ça veut dire qu'en fait, Sidekick peut voir ton environnement si tu as accès à une API de l'OS qui est que dans un contexte entreprise en fait. Donc Apple ne l'autorise pas sur le casque grand public, donc là pour l'instant c'est impossible. Peut-être qu'ils vont ouvrir ça bientôt parce qu'en fait il y a Android XR et il y a Meta qui sont sur le coup. C'est-à-dire qu'en gros eux vont proposer des applications grand public qui font profit des caméras du casque. Et peut-être que d'un point de vue concurrentiel, ils vont être un peu obligés de donner l'accès aux caméras. Pour l'instant, ils sont plus dans une approche Apple. Donc, c'est la privacy. On ne donne pas la caméra aux développeurs. On laisse vraiment la sécurité pour les gens, la privacy, etc. Donc, pour l'instant, on peut le faire. Et dans des contextes plutôt, des ingénieurs qui utilisent déjà la réalité mixte. On leur met un sidekick, pendant qu'ils sont en train de travailler, ça leur fait une ressource en plus. Je suis ingénieur chez EDF par exemple ou chez Airbus. Je vais pouvoir poser des questions en utilisant les ressources de l'entreprise. C'est-à-dire les questions vont être nourries derrière par ce que l'entreprise a comme connaissance ou une partie de leur connaissance. Et donc dans ce contexte-là, on peut dire au robot de regarder l'environnement et effectivement là il va pouvoir être ouvert à ce qu'on a envie de faire, hein, de lui dire c'est quoi le truc qui est là-bas, est-ce que tu peux me dire exactement quel est cet objet Ouais, non, et c'est vrai que ce que tu disais,
forcément, pour discuter avec ChatGPT, il faut un clavier. C'est pas forcément pratique. La voix, je pense, c'est beaucoup plus naturel. L'intérêt aussi d'avoir des larges langages modèles qui comprennent le langage naturel, c'est qu'ils puissent se reparler. Et donc, je pense que ce genre d'intégration, où tu peux avoir justement ce genre de langue, c'est vraiment idéal. Ouais, c'est ça. Et quand il te répond en texte ou il te répond avec une voix? Non, bonne question. En fait, on a vraiment simulé une conversation avec quelqu'un. Donc, quand tu te tournes vers lui, tu poses une question, tu as une réponse verbale en fait. Quand tu parles et lui il te parle, donc il a une petite voix marrante, il a une petite personnalité marrante et il se souvient de ce que tu as dit. Donc, tout ça fait que, in fine, c'est comme si tu avais un collègue à côté qui connaissait tout, surtout en fait, donc qui était en vrai insupportable et qui est là dans le Vision Pro assez pratique du coup. Voilà. Donc et c'est verbal, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même une interface si on veut voir le texte de la conversation. Ça sert à quoi? Ça sert à ce que s'il me fait un conseil sur le titre que je dois donner à mes slides à faire, je peux copier facilement le texte pour le mettre sur mes slides et c'est comme ça qu'on gagne du temps, qu'on travaille. Là, on a à peu près 1000 utilisateurs aujourd'hui et on a une bonne partie qui paye en fait, donc qui trouve une utilité directe avec Sidekick et qui donc ont ces usages-là. Je pose une question, j'ai la réponse orale, je peux copier la réponse, la mettre ailleurs, etc. etc. Et est-ce que du coup, peut-être que pour l'avenir, tu imagines d'autres intégrations à d'autres environnements que le casque d'Apple? Nous, on est vraiment focus sur le Vision Pro. Donc, on va faire autre chose que le Vision Pro, on va faire le Vision R. Voilà, ça, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on attend le modèle grand public avec grande impatience. Maintenant, même si techniquement, c'est possible de faire sur d'autres casques, le studio est vraiment focus là-dessus sur la plateforme. Par contre, ce qui est possible, c'est d'avoir l'application sur d'autres devices d'Apple. Donc, on a déjà une petite alpha de la version sur Mac. Donc, on va développer ça, voir un petit peu ce que ça donne sur Mac. Maintenant, Sidekick prend tout son sens en réalité mixte, parce que le personnage est en 3D et que tout l'intérêt, c'est de pouvoir lui parler. Maintenant, on a aussi des clients qui nous disent maintenant que je suis abonné à votre solution, j'aimerais bien l'avoir aussi sur mon ordi parce que je suis prêt à 100% du temps dans le Vision Pro, qui est normal. Et donc, on va développer ça aussi pour notre user base, en fait. Ok, bien intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Est-ce que j'ai un dernier mot? Écoute, Acheter des Apple Vision Pro et Sidekick. Non, mais dernier mot, moi, c'est sur l'état du... En fait, il y a beaucoup de rumeurs sur l'arrêt du Vision Pro. Donc là, on est dans un entre-deux où il y a beaucoup de rumeurs là-dessus qui sont dues à la rumeur de production. Et en fait, on est dans un entre-deux où il n'y a pas encore eu d'annonce. Et il y en aura dans les semaines qui viennent, il y aura des annonces d'Apple sur le Vision Pro. Et puis en juin, il y aura des grosses annonces, etc. Donc on sait qu'en fait, la plateforme ne fait que commencer. C'est que le début. Mais pour les viewers, tout ce que je recommanderais, c'est de ne pas croire les rumeurs d'arrêt, puisque du coup, voilà, c'est quelque chose qui est... ça va vite partir en fumée, ces rumeurs. Voilà. Alors nous, c'est Fair Vision. On est une start-up spécialisée dans la computer vision. Donc on conçoit nos propres systèmes de captation et on y intègre via nos algorithmes notre propre intelligence artificielle pour filmer les matchs de football professionnels en particulier, et on peut aussi travailler sur d'autres sports si on entraîne nos algorithmes pour. Alors, tu peux m'expliquer un petit peu où est-ce que vous avez intégré de l'intelligence artificielle du coup dans notre produit? Ouais. Alors en fait, là, je vais vous parler du système Argos qu'on vient tout juste de déployer, qui est en fait un système de captation vidéo portatif qui, en fait, fournit avec 2 caméras, va filmer le terrain de football et en fait, ces 2 caméras sont reliées à un petit ordinateur, et c'est dans ce petit ordinateur qu'en fait, tout le travail va être effectué. Donc, il va récupérer les 2 flux vidéo des 2 caméras, les coller entre elles, et avec une grande vue vidéo 8K des 2 images collées, il va pouvoir générer n'importe quelle vue à l'intérieur de cette image. Et en particulier le plan tactique, qui est une demande qui a été effectuée par l'équipe de France de football, qui voulait absolument avoir son système portable où, grâce à l'intelligence artificielle, pouvoir suivre automatiquement l'action d'un match, enfin le plan tactique, en fait, on appelle ça, c'est le mouvement du bloc équipe. Donc tous les joueurs du terrain doivent être dans ce plan, à part les 2 gardiens. Enfin, ça dépend des moments en fait. Ça va dépendre de règles établies par la FIFA.
où en fonction de la position du ballon, on va plus ou moins prendre le gardien, des choses comme ça. Et en fait, c'est une vue qui est surtout demandée par les analystes, qui ont besoin de voir où sont tous leurs joueurs. Ce qui va être différent du flux télévisuel qui va se focus plus sur l'action elle-même et les joueurs autour du ballon. Nous, on va fournir une vue qui est plus générale et qui va suivre automatiquement quand même tout le bloc équipe. Donc, tu as parlé d'un système portable, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que l'équipe, elle ramène son système, elle le pose sur le terrain et elle, ça lui permet d'avoir sa vue tactique en temps réel, en fait. Ouais, ça. C'est ça. Alors, en fait, il va y avoir deux phases. Il va y avoir la première phase où, en direct, l'analyste peut recevoir le flux vidéo généré par le petit ordinateur sur leur ordinateur personnel, qui est compatible avec leur logiciel d'analyse, qui est en général que la plupart des analystes utilisent. Et a posteriori, il peut régénérer le match, générer des nouvelles vues, générer aussi des datas, s'il a besoin de data, et plein de choses comme ça. Parce qu'en fait, on a réussi à détecter, grâce à la computer vision, tout ce qui se passait sur le terrain. La présence des joueurs, la présence du ballon, la présence des lignes du terrain, savoir quels joueurs sont sur le terrain, quels joueurs ne sont pas sur le terrain, donc qui ne sont pas importants pour l'analyse. Et toutes ces informations sont dans l'ordinateur, et après, a posteriori, l'analyste peut déduire ce qu'il veut. Aujourd'hui, quand on a des informations sur, le taux de possession, ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui est récupéré de façon manuelle, mais c'est fait déjà par... Alors, ça va dépendre de qui fournit l'information. La plupart du temps, ça va être manuel. De plus en plus, l'intelligence artificielle s'intègre dans les boîtes qui fournissent ce genre d'informations. C'est aussi là-dessus qu'on essaye de montrer que l'intelligence artificielle peut remplacer des tâches fastidieuses comme le fait de compter le nombre de passes, de compter la possession, qui a la balle, qui n'a pas la balle. Ça peut, c'est là, et je pense que dans les années qui vont venir, ce genre de système va être de plus en plus utilisé par l'IA. Et c'est quoi du tout l'objectif pour la suite, pour Fairvision ? L'objectif, ça va être de réussir à se faire connaître le plus possible, parce qu'on est encore une petite start-up, et faire comprendre aux analystes, aux coachs et plus généralement aux clubs et aux fédérations que la vidéo peut les aider d'abord pour s'améliorer, et qu'il y a très peu de limites dans ce que l'analyste et le coach peuvent voir sur un terrain. Pour l'instant, on est encore, plus particulièrement en France, parce que quand on voit ce que font les États-Unis avec la data, on peut se dire qu'il y a encore énormément de choses à faire, de possibles, et en plus, grâce à l'intelligence artificielle, ça va être de plus en plus facile et de plus en plus normal. Alors d'abord, je me présente, c'est François Gutiérrez, je suis le fondateur de Freeble. Freeble, c'est un agent d'IA générative qui, combiné avec des graphes de connaissances, permettent d'avoir du reasoning, ce qu'on appelle du reasoning, et tout ça pour servir un département qui est le recrutement en fait, dans les entreprises. Quelle est la différence par rapport aux outils ancienne génération qui faisaient plutôt de la sélection par mots-clés ou voire même de l'IA par signe, c'est que nous, en fait, on a fait le choix, il y a un an et demi, de se porter sur cette partie petit LLM que l'on a tuné en open source directement pour être spécifique au RH. Donc ça apporte beaucoup de transparence au niveau des utilisateurs, beaucoup de privacité également, et quelque chose de vraiment spécifique au RH. Et on a utilisé en fait des graphes de connaissances, ce qu'on appelle knowledge graph de façon générale, qui permettent en fait de donner du contexte au moment du screening et de l'analyse des talents. Et ça permet de comparer en fait ce que l'on extrait avec des bases de connaissances qui sont connues au niveau européen, anglo-saxon, etc., qui définissent en fait des rôles par rapport à des compétences, qu'elles soient soft skills ou hard skills. Et que ça mène toute cette partie compétences et ça permet de faire du fameux reasoning et de faire du matching de très haute précision. Alors l'IACT demande au RH d'être à la fois transparent sur ce qu'on fait, donc c'est ce qu'on a fait avec les petits LN, et là on a toute transparence sur ce qu'on a créé, mais aussi de l'explicabilité, pourquoi est-ce qu'on écarte des candidats, pourquoi est-ce qu'on garde et on sélectionne des candidats. Donc ça c'est les knowledge graphs et le contexte qui permet d'expliquer chaque compétence trouvée, scorée,
pourquoi, comment. Et aussi ce qu'on appelle la répétitivité, c'est être capable de mettre plusieurs CV, d'avoir toujours les mêmes réponses. Alors que dans la vie réelle, les consultants sur les mêmes CV ne vont pas forcément toujours sélectionner les mêmes candidats. Donc si je comprends un petit peu mieux, au lieu de travailler avec des CV, tu travailles avec des informations que le candidat fournisse différemment. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que toute la digitalisation qui vient du monde des job boards, c'est-à-dire que une entreprise poste un job sur LinkedIn, les applicants, les gens qui recherchent un boulot, ils appuient et ils envoient leur CV directement sur les machines des clients. Ça fait que en moyenne, par poste recherché, il y a à peu près 200-300 candidats par poste. Quand vous créez 20-30 recrutements, c'est une chose. Quand vous en avez 300, 3000, ça commence à se multiplier. Et là, vous avez des millions de CV, voire des milliards qui s'échangent en France de CV. En face de cela, il y a à peu près 3% de la masse salariale d'une entreprise qui est destinée au RH. Donc, les gens du RH n'ont pas le temps de s'occuper à la fois de cette sélection et de cette répétitivité, cette couche de bas niveau, et en même temps de s'occuper vraiment de l'humain qui est leur métier, et des candidats et des interviews de ça. Donc moi, ce que je dis, c'est que nous, on s'occupe des ressources, eux, ils s'occupent du H, on s'occupe de toute cette gestion de flux, de volume, on analyse, on explique, et on donne tous les éléments à l'humain, donc consultant RH, pour que lui, derrière, il enchaîne sur ses interviews et prenne des décisions. Et donc l'IA génératif fait le lien avec tout ça. Ok, et comme tu disais avant, en plus, il y avait peut-être aussi de la perte dans le filtrage qu'il pouvait se faire quand on faisait juste des mots-clés, des systèmes comme ça sur les CV, on pouvait perdre pas mal d'informations. Exactement, Et là, sur les mots-clés, quand par exemple vous cherchez un développeur Python par exemple et qu'il n'a pas mis Python sur son CV, il serait extrait, en fait, il serait enlevé directement de la shortlist. Nous, en corrélant des centaines de points data sur le CV, on permet de voir que de par sa formation, de par son expérience, ses projets qu'il a menés, on sait qu'il connaît Python, et donc du coup il sera scoré positivement sur cette partie-là. Ok, bah super. Est-ce que tu aurais un dernier mot du coup à partager? Oui, on veut tellement vulgariser ça qu'on a offert un service freemium à toutes les entreprises aujourd'hui qui leur permet de faire 2 recrutements par mois de façon entièrement gratuite, sans engagement. Ils utilisent notre plateforme comme ATS parce que beaucoup de TPE n'ont même pas d'ATS, voire même pas de service RH. Donc ça leur permet de vraiment gérer des flux de candidats ou gérer des candidats tout court de façon simple et automatique. Et donc pour ça, ils passent directement par votre plateforme? Ils passent directement par notre plateforme, ils créent un compte qui est complètement sécurisé et privatisé pour eux. Et ils font tout ce qu'ils veulent dessus. Encore une fois, c'est 2 recrutements par mois, tout ce qu'ils veulent. Ça leur permet de gérer leurs candidats et de pouvoir... Super, tout en respectant du coup la Act et puis la RGPD. Exactement, parce que c'est privatisé, on encrypte la donnée, on anonymise les CV. Donc tout ça, bien entendu, est géré directement au niveau de la plateforme. Et ça permet, encore une fois, aux TPE, à la personne qui a 10, 20 employés, 50 employés, qui doit recruter quelqu'un, il reçoit 50 CV, il faut les traiter le week-end, il va passer de 3 jours. Nous, c'est 3 minutes. iMyData est une société qui a été créée en 2018 par David Bessudo. Et on a créé une plateforme grâce à du développement low-code, une plateforme qui va venir se plugger sur n'importe quel système, n'importe quel environnement technique, et qui va permettre de récupérer de la donnée pour l'analyser et après en faire ce que le client a besoin. On va développer ensuite des algorithmes spécifiques qui vont permettre de créer des dashboards, de l'automatisation de processus, d'y intégrer de l'IA pour faire de la maintenance prédictive et puis permettre à l'entrepreneur de prendre des décisions plus rapidement et plus facilement. Ok, donc si je comprends bien, à la base, vous, c'est plutôt un sujet data et là, vous commencez à rajouter un petit peu des briques d'intelligence artificielle petit à petit, c'est ça? Exactement, on a pris de l'expertise sur l'intelligence artificielle et du coup, aujourd'hui, on inclut cette intelligence artificielle sur notre plateforme pour justement pouvoir aller plus vite, plus loin grâce à nos solutions. Donc tu nous as donné un petit exemple avec tout ce qui était maintenance prédictive. Donc dans ce cas-là, en fait, vous prenez les données de votre client et derrière, avec ces données-là, vous êtes capable de savoir quand est-ce qu'il va y avoir, c'est ça, des problèmes? Ouais, exactement. On a développé des algorithmes qui permettent, grâce à notre plateforme, donc, de récupérer la donnée. L'algorithme va traiter l'ensemble des données qu'on a récupérées et on est capable de faire de la maintenance prédictive et de savoir une machine, si elle va tomber en panne, une machine de production bien sûr, si elle va tomber en panne entre 15 jours et 1 mois à l'avance. Et exactement savoir qu'est-ce qui va tomber en panne sur la machine, donc de permettre d'anticiper en fait les pannes et de jamais avoir d'arrêt de production. Super. Et est-ce que tu as d'autres exemples peut-être de cas d'usage où vous avez pu justement utiliser les données de vos clients pour intégrer un peu d'intelligence artificielle En fait, on a plusieurs cas d'usage et on s'adresse vraiment à tous les secteurs. On a travaillé avec des aéroports sur l'optimisation du kérosène en fonction du nombre d'avions qui vont arriver sur des périodes données, de savoir
qu'est-ce qu'ils doivent acheter en termes de kérosène pour pas avoir trop de stock, parce que ça fait de la dépense inutile, pour pas se retrouver en pénurie. Ça arrive rarement, mais ça pourrait arriver. Et du coup, d'avoir une optimisation comme ça sur l'achat de kérosène. On a d'autres solutions où, par exemple, alors pour mon cas personnel, j'ai été client de iMyData avant de les rejoindre. Et j'avais une problématique, c'est que pour pouvoir agréger des données commerciales et animer ma force commerciale dans le monde, j'étais obligé de demander à 3 personnes différentes de mon entreprise de me récupérer des Excel pour après analyser ces données, faire les tableaux croisés dynamiques et sortir des insights qui puissent me permettre d'animer la force commerciale. Grâce à iMyData, en 15 jours, ils m'ont développé une solution qui m'a permis d'avoir, en faisant un clic sur un clavier, d'avoir l'ensemble des données dont j'avais besoin pour animer ma force commerciale et gagner en performance. Ouais, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent, mais l'intelligence artificielle, il y a souvent un problème de données et de data derrière, quoi. C'est bien d'avoir des modèles super performants d'IA, mais si on n'a pas les bonnes données qui n'ont pas été améliorées, etc., on arrive souvent à rien, quoi. En fait, notre plateforme va récupérer la donnée, va faire de la gouvernance de données et va trier tout ce dont on a besoin en fonction du cas d'usage. Et derrière, permettre de récupérer les bonnes données et de faire les analyses nécessaires. Ok, super. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure, peut-être sur ce qui pourrait se passer, peut-être pour l'avenir de iMyData? Il y a encore plein d'évolutions qui vont arriver et au moment, il y a pas mal de choses qu'on va taire parce qu'il y a énormément de concurrence sur notre secteur. Mais ouais, il y a de belles évolutions. Il faut nous suivre sur les réseaux et vous verrez des belles choses qui vont arriver. Chez Giscard, c'est une start-up dont je suis un des cofondateurs. On a été créé en 2021 sur la thématique de la qualité et de la sécurité des IA. Moi, je viens du domaine de l'ingénierie IA. Je faisais du NLP avant que ce soit aussi important aujourd'hui avec les gros modèles de langage. Et en fait, l'outil Giscard, ça permet de tester les agents IA. Donc, on travaille en fait. Donc, un agent IA, c'est typiquement un chatbot conversationnel qui utilise un LLM, des bases de connaissances, différents composants pour répondre à des questions des utilisateurs. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, on a une grosse équipe de recherche. Il y a à la fois des grosses thématiques de sécurité, c'est-à-dire les modèles et donc les agents, ils peuvent se faire jailbreak, c'est-à-dire on peut les bypasser pour leur faire dire n'importe quoi. L'enjeu réputationnel, il est très important pour des entreprises, parce que on travaille pas mal avec des banques, des industriels. L'impact quand on a un chatbot ouvert au public qui insulte les utilisateurs, qui se fait voler des données, les significatifs. Et par ailleurs, plutôt sur l'aspect qualité, en fait, il peut y avoir des décalages entre la qualité de réponse ou la pertinence. C'est souvent ce qu'on appelle les hallucinations. C'est en gros, l'agent il raconte n'importe quoi, on lui demande un truc, il ne sait pas, il invente et c'est faux. Ça, c'est un risque légal parce qu'il y a eu un jugement l'année dernière. Il y avait un chatbot développé par Air Canada qui avait fait une mauvaise interprétation d'une politique de remboursement. Il y a eu un jugement qui a été rendu là-dessus parce que l'utilisateur, en gros, on lui a dit ouais, il n'y a pas de problème pour le remboursement. Et en fait, c'était pas le cas dans les conditions générales. Le chatbot avait mal compris. Après, du coup, quand il a demandé à Air Canada de se faire rembourser, elle a dit non, ce que vous avez dit le chatbot, c'est pas vrai, nous on vous rembourse pas. Procès, jugement. Le jugement, c'est que une entreprise qui met un agent avec de l'IA pour répondre à ses clients et qui raconte n'importe quoi, l'entreprise elle est responsable pour les bêtises qu'a dit l'IA. Donc risque légal important. Donc, nous on a un outil de thèse vraiment assez large qui couvre à la fois la sécurité pour des agents malveillants et les mauvaises réponses en fait que peuvent donner un agent. Ça paraît, c'est des choses évidemment, les modèles ils sont assez bons, mais il n'empêche qu'il reste en fait 1% de cas où ça dit n'importe quoi, et c'est ces cas-là, en fait, ces risques-là, qui malheureusement, en fait, des fois, ça discrédite complètement des modèles qu'on cherche à éviter. On a d'ailleurs la chance d'accompagner des boîtes qui ont bien réussi ce passage en production, des gens comme AXA, des gens comme Michelin, qui ont lancé des chatbots sur plusieurs pays qui répondent à leurs besoins, et sans qu'il y ait de vulnérabilité importante qui se passe. Donc, faire de l'IA générative pour les entreprises, c'est possible, ça demande un petit peu de check, comme en fait les softwares traditionnels, il faut des antivirus, il faut checker la sécurité, il faut une équipe derrière bien engagée. Mais c'est quelque chose qui est possible. Et là, en 2025, on voit pas mal d'applications d'agents IA en production qui commencent à vraiment bien marcher. Ouais, et puis en plus, j'ai l'impression que le petit jeu, à chaque fois qu'il y a un nouveau chatbot qui sort, c'est qu'il y a des utilisateurs qui vont toujours essayer de le pousser un peu plus loin.
il y avait eu une PS qui avait eu une mauvaise presse quand ils avaient lancé leur chatbot. Enfin, il y a eu pas mal de cas comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu le jeu aussi à chaque fois, quoi. Ouais, bah les utilisateurs, ils attendent les gens au tournant. Il y aura des gens qui veulent. C'est la vie, quoi. Et c'est pas nouveau. Hein, c'est depuis l'époque de la sécurité, les gens ils cherchent à faire cracher les apps, etc. Mais dans le domaine de l'IA, c'est assez nouveau parce que avant l'IA, c'était un truc en interne d'entreprise, les gens ils connaissaient pas. Maintenant, c'est des choses ouvertes au public, donc on découvre et du coup, nous, on a été lancé un peu avant ça. On s'est rendu compte qu'il y avait un gap en termes de méthode, c'est-à-dire il n'y avait rien pour faire la sécurité de l'IA. Autant la sécurité informatique, etc. C'est un domaine super développé. Il y a vraiment un boulevard où il y a un manque et il faut créer des outils spécifiques dans le domaine. Donc c'est ce qu'on a fait, ce qu'on continue à faire parce qu'il y a encore énormément de choses à découvrir en termes de type de vulnérabilité et comment s'améliorer. Justement, oui, je suis assez d'accord avec toi. Il y a un vrai sujet où l'IA générative, quand elle est arrivée, elle a été beaucoup adoptée pour le côté attaquant en cyber, je trouve. Parce que tout de suite, ça donnait plein d'idées pour des nouvelles techniques d'attaque. Maintenant, en plus, on a tout le côté deepfake, etc., qui en plus permet de faire des attaques bien plus élaborées. Et en fait, sur le côté défense, j'ai l'impression que ça met un peu plus de temps à venir. Pourtant, il y a un vrai sujet, quoi. Ouais, alors nous, on s'adresse à plutôt le côté défense des gens qui font des IA et qui veulent qu'elles soient bien utilisées. Après, c'est vrai, malheureusement, ça, il n'y a que les régulateurs, hein, c'est pas un danger l'outil. Au contraire, des gens qui veulent nuire et qui utilisent de l'IA pour aller plus vite. Et ça, c'est un énorme problème, les deepfakes également. C'est vraiment plus un enjeu de régulation, de bannir ça. Il y a un gros enjeu qui n'est pas facile. Nous, on est une boîte commencée sur l'open source. Et c'est une grosse partie de notre ADN d'ailleurs. Enfin, ça s'appelle Giscard, hein, la librairie open source, c'est facile à utiliser, c'est gratuit. Mais pour autant, les modèles open source, ils rendent accessibles potentiellement des comportements dangereux. Voilà, c'est un enjeu. Enfin, la communauté, je pense, doit un peu s'emparer de ça. C'est un travail qui est, je pense, vachement lié au niveau des modèles fondations, de pouvoir protéger un peu des usages malveillants. Mais il faut savoir qu'encore aujourd'hui, même quasiment tous les modèles fondations qui ont des couches de sécurité contre les usages malveillants, quelqu'un de déterminé saura enlever les couches. Ça, il y a eu DeepSeek récemment. DeepSeek, on va sortir un benchmark dans les semaines qui viennent, un benchmark de modèles fondation open source qui compare pas mal de modèles. Il y a eu, et on montrera avec des chiffres bientôt, sur DeepSeek, qui est un modèle très performant, franchement, de façon impressionnante, mais il y a eu des shortcuts qui ont été faits sur le volet safety. Ouais, c'est facile de contourner le... Ouais. Le câble. Alors pour certains, c'est une feature, ils sont contents qu'on puisse lui faire dire n'importe quoi, mais pour des usages responsables dans la société, c'est quand même un problème un peu systémique. S'il y a des modèles qu'on peut extraire, on peut faire du hacking ou des choses mauvaises avec. Et donc du coup, tu disais que vous êtes plutôt open source dans le sens où vous allez sécuriser des modèles qui sont open source. Et tout ça... Alors nous, on est complètement agnostique. Que ce soit des modèles open source, des modèles propriétaires, nos méthodes de test sont black box, donc permettent de s'adapter à tout. Par contre, dans la façon dont on a créé notre produit, notre plateforme de test, on a commencé en fait à faire tout en open source. On a une grosse communauté là, c'est les débuts, on a à peu près 20 000 utilisateurs. On a une communauté qu'on anime de façon gratuite, etc. Plein de gens dans le monde, en France, aux US, en Chine, etc. Et l'année dernière, pour pouvoir vivre de façon pérenne et continuer aussi à investir dans l'open source, mais vivre, on est une société, on a lancé en fait une offre plus packagée pour les grandes entreprises, avec des tests en continu, des tests plus poussés et des interfaces collaboratives qui ne soient pas uniquement pour les développeurs, mais des dashboards pour les décideurs, des dashboards pour les gens de la cybersécurité. Donc c'est comme ça qu'on monétise et on continue bien sûr à faire vivre la librairie open source en termes de fonctionnalités. Ok, super. Donc en fait, même si quelqu'un développe son petit modèle dans son coin, de quand même utiliser certains de vos outils pour l'aider à... Absolument, ouais. Ouais, complètement. Nous, une grosse partie des scans en termes de vulnérabilité, des tests d'hallucination pour les rails, c'est en open source, c'est utilisable gratuitement en bring your own model, c'est-à-dire nous, vous pouvez brancher votre modèle local, votre modèle OpenAI pour Power. On utilise dans des systèmes d'agents nous-mêmes pour faire la génération de questions et l'évaluation. On utilise des LLM. C'est quelque chose qu'on a bien éprouvé en 2 ans, qu'on sait faire assez bien fonctionner. Et du coup, vous avez un contrôle total de où sont vos données, vos modèles, etc. Ok, super intéressant. Est-ce que tu as un petit dernier mot du coup pour conclure L'important c'est d'expérimenter. Moi,
venant un peu de la sécurité de l'IA, on peut se dire non mais moi je suis très réfractaire à l'IA, pas du tout, on utilise l'IA et sur énormément de choses en interne. Je pense qu'il y a un potentiel de dingue, donc il ne faut pas avoir peur. Il faut juste avoir conscience que voilà, une fois qu'on a un truc avec une IA qui marche, on se dit ah ça répond à un vrai besoin. Bah voilà, il y a des surtout si on départ, je fais vraiment la différence entre des IA génératives pour le domaine public et des choses où vraiment ça c'est risqué et des choses que vous débrouillez en interne où bah si c'est de l'aide assistante, il faut quand même être intelligent et voilà. Mais il y a des outils qui existent, on y travaille pour faire en sorte qu'on puisse avoir des IA avec une vocation publique importante tout en ayant une bonne maîtrise des risques. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me faire un petit retour. Voilà, c'est ce qui aide à faire évoluer la chaîne et ce qui me permet justement de pouvoir faire de plus en plus d'événements et de pouvoir me retrouver à ce genre d'événements. Je couvrirai toujours, comme d'habitude, l'actualité aussi dans les prochains épisodes. Donc je vous souhaite en tout cas une bonne semaine et on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, ciao!